Bonjour à tous et vraiment bienvenue à ce Zoom de la SFGP qui est organisé par la section Grand Sud-Ouest. J'espère que vous allez tous bien en ce début d'automne et que chacun ici présent est curieux de découvrir le contenu de ce webinaire qui est dédié au système éco-industriel et à l'économie circulaire. En tout cas, pour ma part, c'est un réel plaisir de l'introduire aujourd'hui. Je le fais en tant que vice-président industriel du bureau de la SFGP, car j'exerce par ailleurs une activité professionnelle d'expert senior dans le domaine des procédés au sein de Michelin. En tant qu'acteur du génie des procédés, nous savons tous que les systèmes complexes doivent faire l'objet d'approches intégrées avec des méthodes qui découlent ou s'inspirent de celles du génie des procédés. Celles-ci se répandent par ailleurs. Ainsi, l'analyse du cycle de vie met en l'honneur le bilan matière, l'économie circulaire met à l'honneur les boucles de recyclage. Mais nous savons aussi que la complexité d'un procédé peut être subtile, par exemple être liée à une réaction parasite locale, ou plutôt une modification structurelle d'un procédé, et souvent aussi à leur interférence. C'est donc que décrire le système, en aborder toutes les dimensions utiles, dont les couplages, le tout avec des outils pertinents, c'est là bien le champ de nos études. Et ce webinaire devrait l'illustrer avec aujourd'hui une échelle inhabituelle, celle de systèmes technico-économiques. Alors je voudrais faire ici remarquer que c'est pleinement la mission d'une société savante comme la SFGP que de favoriser une telle exposition et diffusion d'idées. C'est pourquoi d'ailleurs, dans un souci de diffusion des idées, que la plupart de nos webinaires sont en accès libre, tant sur le site de la SFGP que sur sa chaîne YouTube, et ce webinaire n'y fera pas exception. Soulignons aussi que c'est bien par l'implication des groupes thématiques des sections régionales et le réseau de ses membres que la SFGP vit. C'est dans ces lieux d'échange que la fertilisation des idées se produit. Donc merci au réseau des laboratoires du Grand Sud-Ouest d'avoir préparé aujourd'hui cet événement. Enfin, avant de prendre la parole, je voudrais juste rappeler notre prochain grand événement qui est maintenant tout proche, le congrès national bisannuel de la SFGP, qui se tiendra du 7 au 10 novembre à Toulouse. J'espère vraiment que nous pourrons nous y rencontrer dans cet esprit d'échange, de curiosité, d'apprentissage que nous partageons. Et pour l'heure, place au webinaire et à tous un grand merci pour votre participation. Sandrine, je crois que vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Effectivement, comme cela a été rappelé, nous organisons aujourd'hui le 5e acte et dernier acte avant le congrès SFGP 2022 de ces avant-premières du congrès. Donc, ces avant-premières qui ont été un moyen en fait de créer une animation scientifique au sein de la section Grand Sud-Ouest. Donc, je remercie ici les co-animateurs et co-organisateurs de ces webinaires, donc Denis Bouillet de l'IEM, Maria González-Martinez de Rhapsody et Pierre Aymar du LGC. Donc, Denis Bouillet vous présentant ses excuses pour son absence aujourd'hui. Il est en évaluation HCRS, donc voilà, si vous pouvez croiser 2 doigts pour lui, mais ça devrait bien se passer. Donc, l'idée de ces webinaires était de mobiliser les expertises de la section Grand Sud-Ouest sur les thématiques du congrès à venir. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, petit rappel sur le congrès SFGP du 7 au 10 novembre 2022, avec le programme et les inscriptions sur le lien qui est remis ici. Important d'utiliser ce lien-là. Et vous pouvez retrouver toutes les informations dans le congrès, pour le congrès à venir. L'objectif, c'était de mettre en avant du coup les jeunes talents du Grand Sud-Ouest, donc nos jeunes chercheurs et jeunes chercheuses, ce qui est encore le cas aujourd'hui avec, vous le verrez, 5 présentations autour de ce thème, système, écosystème industriel et économie circulaire,
qui va être donc animé aujourd'hui par Ludovic Montastruc et Laurent Cassaire du LGC de Toulouse, donc à qui je vais passer la parole dans un instant. Donc, le principe de ce webinaire, vous allez donc écouter la keynote dans quelques instants, ainsi que donc, vous aurez quelques minutes pour poser vos questions. Les questions doivent être exclusivement posées en utilisant le bouton Q et R que vous avez sur le bas de votre écran Zoom. Pas du tout la discussion, vraiment utiliser ce bouton Q et R en précisant à quel intervenant vous voulez poser votre question afin que les animateurs puissent relayer oralement vos questions. Donc, vous ne pourrez pas prendre la parole. Et ce sont donc Ludovic Montastruc et Laurent Cassaire qui relayeront l'ensemble de vos questions. Voilà. Donc, première partie, la keynote qui va avoir lieu donc, tout de suite avec 5 à 10 minutes de questions dédiées à cette keynote. Et ensuite, on enchaînera donc avec les 5 présentations de nos jeunes chercheurs, jeunes chercheuses que nous remercions d'avoir accepté ce défi un petit peu en précisant que s'ils s'inscrivent au congrès SFGP, eh bien, ce qui leur est proposé, c'est d'être co-modérateurs des sessions organisées durant le congrès SFGP. Donc, on espère les y retrouver. Et bien sûr, vous y retrouvez toutes et tous donc, au mois de novembre à Toulouse. Voilà. Je vais donc laisser la parole à nos 2 animateurs du jour, Ludovic Montastruc et Laurent Cassaire du LGC à Toulouse. Merci à toutes et à tous et bon webinaire. Merci à Martine, du coup, je vais redire à la fin, mais pour l'organisation de ces webinaires. Bonjour à tous, Ludovic et moi-même, donc on vous présente cette intervention sur ce qu'on appelait des petites aux grandes échelles. Et donc c'est Ludovic qui va commencer en parlant plutôt des grandes échelles. Merci Laurent. Voilà. Merci. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter des activités de recherche qu'on exerce au sein du laboratoire de génie chimique autour des écosystèmes industriels et des économies circulaires. Donc je tiens à préciser que c'est des travaux réalisés en collaboration avec Marianne Bock, Stéphane Henny et Serge Domenech. Et donc je remercie de cette collaboration. Suivant, s'il te plaît. Alors, ce qui est important de dire, c'est de toujours préciser, dans le cadre de nos thématiques, dans le process system engineering, on aime bien avoir des cadres méthodologiques. Donc, pour ce faire, on choisit généralement les échelles, donc d'où le titre de la petite aux grandes échelles. En passant, mais du coup, vous pouvez lire en haut à gauche l'opération unitaire jusqu'à l'adaptation environnementale. Donc là, vous avez les différentes échelles qu'on peut avoir dans un procédé. À travers les 5 présentations que vous aurez par la suite, vous allez retrouver en fait ces différentes échelles. Par exemple, la première va se situer on va pouvoir dire au niveau des écosystèmes industriels et de l'environnement. Il y en a d'autres qui vont être un peu plus dans des échelles un peu plus faibles. Et donc, l'objectif dans l'économie circulaire, c'est de prendre la globalité des échelles. Et pour cela, en fait, on doit faire des choix. Des choix d'échelle, des choix de modélisation, de façon à respecter au mieux en fait, la physique. Ce qui est important, c'est que la physique soit représentée. Et alors, peut-être qu'on ne va pas représenter la physique parfaitement. Alors, si je fais une analogie avec les colonnes à distiller, on va avoir des efficacités de distillation. Par contre, le poids azéotropique qui soit parfaitement représenté. En fait, avoir un circuit, une chaîne d'information qui va passer de l'opération unitaire jusqu'à les différentes étapes de modélisation et pour pouvoir construire des réseaux de ressources. Et puis, bien sûr, une fois qu'on a modélisé tout ça, on va mettre en œuvre des méthodes mathématiques, des méthodes d'optimisation pour pouvoir proposer des solutions pour qu'on puisse avoir un processus décisionnel et qui soit applicable. Slide suivant, merci. Donc, c'est
c'est un peu une redite, si ce n'est que là, en fait, ce que j'aimerais que vous voyez, en fait, c'est que ces différentes échelles, en fait, elles vont avoir aussi des variables qui sont liées à des temps et à des espaces totalement différents. On peut aller du millimètre ou du nano, du micromètre jusqu'au kilomètre, puisque du coup, si on s'intéresse au territoire, ben en fait, on va parler de région et donc voilà, et aussi une approche temporelle. Du coup, on va avoir des décisions qui vont être prises aujourd'hui pour un impact dans 25 ans. Donc, c'est important d'avoir cette notion en tête, et plus on va en fait avoir des échelles et des temps élevés, plus on va avoir en fait cette approche globale à prendre en compte, sans oublier bien sûr les échelles qui sont plus petites, représentées sur le graphe en bas à droite. Bien sûr, on a une vision. Hop, pardon, reviens. Merci. Du coup, il faut avoir cette vision globale. Et le choix que l'on a fait dans l'équipe, c'est plutôt de travailler sous forme de réseau. Et pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, on veut mettre en œuvre des optimisations multi-objectifs et à travers des programmations mathématiques. Et bien sûr, en respectant des aspects environnementaux, on peut parler par exemple d'analyse cycle de vie. Et pour ce faire, on mettra en œuvre des outils de la décision. Merci. Voilà. Donc, la méthodologie, on la reprend. Donc, on va devoir, comme pour toute méthodologie, en fait, alors là, c'est la méthodologie générale pour répondre à l'économie circulaire et dans sa globalité. En fait, ce qu'on doit faire, c'est formuler le problème. Quelle est notre question? Comment on veut y répondre? On le verra par la suite. Mais ce qui est important, c'est de préciser, en fait, le contexte, le système, la nature des flux échangés, etc., de façon à ce qu'après, on puisse définir des fonctions objectives. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on a plutôt des critères économiques, des critères environnementaux, sociaux, sécurité, etc. Et une fois qu'on a réalisé ces deux premières approches, on va pouvoir mettre en œuvre des modèles qui vont respecter principalement des bilans matière et des bilans énergie, en prenant en compte des modèles physiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, thermodynamiques. Bien sûr, on essaye de prendre en compte des incertitudes, et on va bien sûr intégrer ces modèles. Donc, on va avoir, en fait, on va créer un bilan de masse, des bilans de masse, pardon, et des bilans d'énergie. Et on va bien sûr pouvoir, une fois qu'on a tous ces bilans, en fait, ce n'est plus des moins que des plus. C'est des modèles mathématiques avec des plus et des fois, hein, relativement simples. Et on va pouvoir mettre en œuvre des méthodes d'optimisation, sophistiquées ou non, en fonction de ce que l'on a à faire. Et on va avoir mise en place d'une optimisation multi-objectif. Et une fois qu'on a obtenu l'ensemble des points de compromis qu'on appelle front de Pareto, on pourra mettre en œuvre une méthode d'aide à la décision qui nous trouvera le compromis qui est le plus acceptable par tout le monde. Donc, pour ce faire, donc, ce que je vous disais, la notion de superstructure, donc là, en fait, c'est l'exemple de l'eau. On peut faire exactement la même chose sur tout autre type de matière. Donc, on va avoir de l'eau fraîche d'un côté, de l'eau qui est sale, donc on va mettre en fait dans une station d'épuration. Mais en fait, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette eau est vraiment sale? Est-ce que du coup, je ne peux pas la recycler ou la refaire recirculer dans une autre procédé de la même usine, ou en fait de l'envoyer dans une usine proche qui n'ait pas besoin d'avoir de l'eau ultra pure, de l'eau potable pour faire tourner ces procédés. Donc, on va créer une superstructure qui va nous permettre de voir quasiment toutes les alternatives que l'on a en fait sur circuit d'eau. On fait exactement la même chose sur la partie matière et énergie. Alors, pour vous montrer un cas d'étude, j'ai choisi un cas relativement simple. C'est celui qu'on a réalisé en collaboration avec l'équipe Polytechnique de Montréal. L'objectif de cette étude était d'intégrer dans une usine de pâte à papier, en fait, une usine qui fabrique du sulfural. Le contexte de la pâte à papier canadienne est assez spécial parce que du coup, forcément, qu'ils font de la pâte à papier, mais aussi, grâce au papier, ils vont avoir beaucoup d'énergie, en fait, et ils vont revendre l'électricité. Donc, ça veut dire qu'une usine canadienne est à la fois autonome en énergie, mais en plus en revend sur le réseau. Et là, en fait, on voulait intégrer une usine complémentaire qui va fabriquer du sulfural. Et en fait, l'objectif, c'était de trouver comment on pouvait agencer au mieux les procédés à travers leur réseau d'eau et d'énergie, mais pour pouvoir inclure plus facilement cet atelier. Donc, sur le petit schéma, en fait, qui est totalement illisible à gauche,
c'est la représentation de l'usine papetière qu'on a totalement modélisée. Et une fois qu'on a modélisé ça, à travers une approche broad grid, mais du coup, on a simplifié. Et nous, pour nous, en fait, chaque unité de procédé, mais en fait, ce n'est plus du moins que des entrées et des sorties, et puis des diviseurs et des mixeurs. Aussi, une autre particularité, forcément, dans une usine, il y a plusieurs polluants, mais en fait, c'est très difficile de résoudre ce genre de problème. Donc, du coup, on doit analyser pour proposer le polluant clé. Et donc là, par exemple, le polluant clé, c'est le polluant numéro 2. Et quelque part, le polluant numéro 1 et le numéro 3 ne sont suivis qu'à titre indicatif, mais ne vont pas nous engendrer de contraintes. Donc, le vrai, donc le schéma, donc pour que vous ayez une idée, en fait, c'est donc le procédé Kraft qui comprend 19 étapes, 6 polluants, avec les différentes parties que vous pouvez voir là, avec beaucoup. Donc la partie clé, c'est que du coup, on a tous les courants contiennent beaucoup d'eau et il y a bien sûr une récupération de chaleur et une production de chaleur. Si je la suivante. Voilà. Donc là, c'est la représentation d'un logiciel qui s'appelle CATSIM+, qui est plutôt dédié en fait à tout ce qui est installation d'usine de pâte et papier. Et vous avez en fait, on a donc modélisé l'ensemble de nos ateliers sous forme, et donc vous les voyez là, les 19 ateliers avec les différentes circulations, de façon à respecter au mieux la physique et que du coup, on ne propose pas une solution qui est physiquement impossible. Donc, de cette usine réelle contenant 19 étapes et 6 polluants, en ayant cette approche-là, on en déduit en fait qu'il y a grosso modo que 8 procédés et un seul polluant, bien sûr, comme je vous l'ai dit, en utilisant le polluant clé, celui qui va en fait être le plus sensible. Il est important aussi de dire que dans cet exemple-là, en fait, l'eau transporte à la fois du polluant, mais aussi transporte la chaleur. Donc, en fait, on a fait énormément d'analyses de sensibilité, mais pour voir quelle était la bonne température de différents procédés et pour qu'on puisse y adapter en fait la consommation de vapeur. C'est ce que vous voyez sur le graphique en bas à droite. Et une fois qu'on en a fait ça, suivant, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va avoir une approche donc multi-objectif. Donc là, je vous ai représenté quelque chose de relativement simple, une optimisation bi-objectif. Donc, on va minimiser l'eau fraîche qui représente à la fois, de notre point de vue, l'impact environnemental et aussi, en fait, l'impact économique. Et le nombre de connexions, en fait, ça va représenter la complexité du système, sachant que c'était un critère de choix fort pour l'industrie canadienne, c'est qu'en fait, ils ne voulaient pas que le réseau en fait, contienne des multiplicités de tuyaux et que ça soit en fait un réseau très compliqué. Mais tout simplement parce que plus on va avoir d'interconnexions, plus il va être difficile de démarrer en fait l'installation. Et donc, c'était un point clé. En fait, l'idée, c'était qu'on trouve un compromis entre ce nombre de connexions et la consommation d'eau. Pardon, merci. Et donc, sur le graphique, en fait, donc, pour chaque point, en fait, donc, il y a marqué RK1, etc. Donc, c'est toutes les randonnées par la méthode TOP6, qui est une méthode d'aide à la décision, qui, en fait, pour faire simple, cette méthode est basée sur un point utopique et un point nadir. Et donc là, dans le cas présent, le point utopique, il est entre 16 connexions et 450 de consommation d'eau fraîche. Donc, on minimise la distance entre ce point utopique et les différents points du front de Pareto. Et donc, le point que l'on choisit, le meilleur compromis, c'est celui qui est marqué avec une numéroté point 1 avec une consommation d'eau qui est proche de 550 tonnes par heure. Donc, du coup, si on regarde maintenant ce que ça donne en termes de réseau, donc vous avez l'approche purement linéaire, qui est une approche qui n'est pas du tout économie circulaire. Donc, ça, c'est vraiment une économie linéaire où on rentre de l'eau fraîche et on ressort de l'eau sale. Et donc qui est l'approche qui est avant optimisation. Et après optimisation, mais vous avez en fait les différentes recirculations. Et vous pouvez voir en fait, alors que je trouve assez marrant,
Et c'est par exemple, si on a le procédé 4 ou le procédé 7, on a de la recirculation interne entre les procédés. C'est-à-dire qu'on a de l'eau qui sort du procédé, qui n'est pas trop sale et du coup qui peut re-rentrer en fait, dans ce même procédé. Alors qu'avant, cet effluent-là était totalement rejeté. Et donc, ça nous a conduit à avoir une réduction d'eau de 58%, et ce qui nous permet en fait de pouvoir incorporer notre bioraffinerie qui est le procédé. D'autres applications, donc là je vous ai montré un réseau d'eau, bien sûr on peut faire beaucoup plus, on peut faire d'autres choses. Nous avons fait d'autres choses à travers les bilans matière, des bilans énergie. Donc on va concevoir en fait ce réseau d'une entreprise individuelle, voire d'un complexe éco-industriel. Donc là on est dans le domaine de l'écologie industrielle. Bien sûr, ce qui est important de dire, c'est que le niveau de détail de modélisation est adapté à l'objectif recherché. Ça, c'est une partie clé. Ce n'est pas la peine d'avoir un modèle super sophistiqué si la question est ultra simple et vice-versa. Et bien sûr, le modèle doit être modifiable afin de pouvoir y ajouter des contraintes spécifiques. Donc, quand on va parler d'écologie industrielle, en fait, c'est comme une cocotte minute. On a nos différentes entreprises, mais du coup, il va falloir qu'ils travaillent en synergie. Et on va pouvoir, l'objectif, c'est que, en fait, on ait le minimum d'entrée de matières premières et qu'on ait le minimum de déchets. Et là, en fait, le but, c'est de trouver le modèle de conception optimal pour ces échanges. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que dans ce cas-là, le point clé, c'est le niveau de détail que l'on peut mettre de chaque entreprise. C'est ça le point clé, parce que si on ne met pas assez de détails, en fait, on s'aperçoit qu'on va dire qu'il n'y a pas de connexion possible, il n'y a pas d'échange possible. Donc, en fait, il faut trouver le bon niveau de détail de représentation de chaque entreprise pour pouvoir aller vers cette approche-là. Et une autre chose qui est importante de dire, c'est qu'on a commencé à travailler sur cette partie-là, à savoir prendre en compte les échanges des entreprises, par exemple en tenant compte du territoire. Et là, je vous ai illustré mes propos avec un bassin versant. Où l'idée, en fait, si on a une problématique qui est au Canada où il y a énormément d'eau, et si on prend une problématique dans le bassin méditerranéen où il y a beaucoup moins d'eau, mais en fait, là, peut-être que la solution que l'on trouvera sera totalement différente, et elle est totalement différente. Donc, du coup, c'est important de prendre en compte les différents bassins versants, par exemple pour l'eau, puisque du coup, l'eau, en fait, il y a une notion de bassin versant où on peut prendre pour d'autres types de matières ou d'énergie. Par exemple, l'énergie, en fait, ça va plutôt être, ce qui est important, c'est le contexte du pays ou de la région, si on parle des États-Unis, puisque chaque État a sa propre réglementation. Suivant. Voilà. Et donc là, j'ai un conclu sur les perspectives. Donc, bien sûr, ces superstructures, aujourd'hui, elles sont créées par l'homme. Hein, et donc, l'idée que l'on veut avoir demain, c'est de les créer par l'intelligence artificielle, par exemple, à partir de raisonnements, à partir de cas. C'est-à-dire qu'on ne soit plus limité par notre imagination, mais que, du coup, l'intelligence artificielle nous propose d'autres alternatives. Une autre approche de méthode de conception en écologie industrielle, c'est de mettre, au lieu d'avoir une approche multi-objectif, c'est-à-dire que du coup, plusieurs objectifs sont pris en compte, mais la décision est prise par un seul décideur. Grâce à la théorie des jeux, on peut avoir plusieurs objectifs et chaque objectif, en fait, est propre à chaque décideur. Donc, du coup, la solution que l'on obtient est totalement différente. Et un point clé qu'on commence aussi à aborder, c'est le lien entre l'industrie et la ville, puisque du coup, on doit prendre en compte cela dès la conception d'un pilote. Et je vous ai fait un petit schéma récapitulatif de mes propos. Merci. Je te laisse la parole, Laurent. Oui, merci Ludovic. Alors, je vais continuer. Donc, on va changer d'échelle et de domaine d'application. On a parlé quand même pas mal de l'eau. Et donc, je vais vous parler de modèles thermodynamiques pour les procédés de récupération des métaux de la mine urbaine. Donc, c'est des travaux que je réalise également au LGC. Donc, dans le schéma de méthodologie générale que nous a donné Ludovic, on a vu donc cette
cette idée dans le modèle de nécessité de disposer de modèles physiques et thermodynamiques. Et donc aujourd'hui, on va discuter des modèles thermodynamiques appliqués pour l'ingénierie circulaire et en l'occurrence du cas de ce qu'on appelle la mine urbaine. Alors, juste pour redéfinir ce que c'est la mine urbaine, c'est un gisement d'éléments métalliques qui sont issus d'objets manufacturés avec des différentes catégories donc, que j'ai listées ici, hein, notamment les déchets électroniques, les batteries usagées, les catalyseurs, les mâchefers d'incinération et les aimants. Alors, un schéma qui est assez instructif aussi, qui montre l'évolution du nombre d'éléments utilisés pour produire ces objets manufacturés avec une augmentation qui est vraiment importante. C'est depuis on va dire, une vingtaine ou une trentaine d'années. Ça illustre le fait qu'il y a beaucoup d'éléments maintenant pour construire un seul objet et donc il y a un enjeu, une difficulté importante pour développer les procédés qui visent à séparer, à récupérer ces matériaux et ces éléments qu'on a utilisés pour fabriquer ces objets. Alors, dans les procédés de récupération des métaux, le premier qui vient à l'esprit, c'est un peu ce qu'avait évoqué Ludovic aussi pour l'eau tout à l'heure, hein, c'est la réutilisation. Donc, notamment pour les batteries, on peut, avec des bons outils de diagnostic, réutiliser certaines des pièces. Et évidemment, c'est ce qui est le plus vertueux et le plus intéressant d'un point de vue recyclage. Ensuite, on dispose de procédés de séparation physique, notamment le broyage, les traitements thermiques, les séparations gravimétriques, magnétiques, qui permettent de séparer la matière et également de récupérer certains flux. Et ensuite, quand on veut commencer à vraiment récupérer les métaux de manière individuelle, on fait appel à ce qu'on appelle des procédés métallurgiques qui se décomposent en procédés hydrométallurgiques et pyrométallurgiques. Donc, les procédés hydrométallurgiques qui sont illustrés à gauche, par exemple, pour un processus de recyclage d'aimants néodyme fer-bore, donc c'est ceux qui sont utilisés dans les éoliennes. Le point commun des procédés hydrométallurgiques, c'est qu'on va mettre en solution, dissoudre la matière dans une solution aqueuse pour ensuite récupérer sélectivement certains des composés. Ici, le schéma concerne les terres rares, donc l'élément néodyme. On dispose aussi donc, de procédés de type pyrométallurgique qui, eux, vont se passer à haute température. Donc là, j'ai juste mis un schéma d'un procédé proposé pour recycler les batteries nickel-cadmium. Donc là, on va opérer en général au-dessus de 1000 degrés et récupérer des métaux liquides et des laitiers selon des procédés de séparation qui sont très différents. L'enjeu de la modélisation de ces procédés, il est de deux types. Il est classiquement pour la conception des opérations unitaires. Donc ici, j'ai mis l'exemple juste d'un travail qu'on a réalisé, d'un travail de thèse qui visait à la récupération de terres rares dans des batteries nickel-métal-hydrure. Et c'est une opération de précipitation et on disposait d'un modèle assez performant et donc on peut orienter le choix des paramètres du procédé, la température, la nature du réactif, les choses comme ça, grâce au calcul, au modèle thermodynamique qui nous permet de calculer, de prévoir les réactions qui vont se dérouler. Un autre point important, et ça rejoint l'approche présentée par Ludovic, c'est pour évaluer la pertinence du recyclage par rapport aux filières primaires. Alors, il y a bien évidemment l'aspect monocritère, on va dire, qui est celui du coût. Est-ce que le recyclage va nous permettre de produire un métal moins cher que si on part d'un minerai? Et donc, il y a des travaux qui commencent à montrer que ça peut être le cas. D'autre part, les analyses plus multicritères, donc de type ACV, dans lesquelles, toujours pour l'exemple du recyclage des batteries, on commence à avoir des articles sur le sujet et on a besoin de connaître et de décrire précisément le ou les procédés qui sont mis en œuvre dans cette filière. Alors, classiquement, le calcul thermodynamique, il va nous demander de décrire les différentes phases, la phase gaz, les phases solides
et la phase, le ou les phases liquides. Et pour ceci, ça va faire appel à plusieurs modèles pour décrire les différentes bases, des bases de données qui vont contenir les paramètres des modèles et des outils de calcul. Là, je vous donne l'exemple d'un calcul d'équilibre. Voilà, un exemple particulier, c'est le calcul d'équilibre solide-liquide pour une opération unitaire quelconque d'hydrométallurgie. Alors, pourquoi les calculs d'équilibre solide-liquide? Parce que, en ce qui concerne la récupération des métaux, le produit initial est un métal, pardon, donc un solide. Le produit final est généralement un solide. Donc, on va passer souvent par une phase liquide pour faire la transformation. Donc, c'est plutôt ce type d'équilibre qu'on va considérer. Et voilà, donc on a une phase aqueuse assez complexe à décrire, une ou plusieurs phases solides qui peuvent être soit des composés assez simples, soit des phases amorphes, soit des solutions solides, donc qui ont aussi leur complexité. Et en faisant appel à différents modèles et à une base de données, l'outil de calcul va nous permettre de calculer l'équilibre solide-liquide. Alors, ce qu'on peut voir, là, je vais juste balayer les outils que j'utilise habituellement, c'est qu'on a des outils pour faire les calculs sur les procédés pyrométallurgiques. On a également des outils pour les procédés hydrométallurgiques. On a des modèles qui sont assez performants, même s'il y a toujours des développements théoriques, notamment pour décrire les solutions aqueuses concentrées. Donc, finalement, on n'a pas forcément un manque ni d'outils ni de modèles pour traiter les problématiques de l'ingénierie circulaire. Par contre, là où on est assez limité, c'est sur les bases de données qui vont couvrir les systèmes, parce qu'on a des systèmes qui sont souvent nouveaux ou plus compliqués que ce qu'on avait avant. Donc, je vais juste vous donner deux petits exemples pour vous montrer l'intérêt et puis un peu les difficultés. Le premier, c'est donc les deux concernent le traitement des batteries nickel métal hydrure, ici par pyrométallurgie, pour laquelle donc on va partir de poudre de batterie qui contient du nickel, du néodyme, du cérium, du lantane, donc des terres rares. On va y ajouter ce qu'on appelle une slag, donc un fondant oxyde, chauffé à 1600-1700 degrés et récupérer d'une part une phase métallique riche en nickel-cobalt et d'autre part une phase oxyde riche en terres rares. Et cette phase-là, il va falloir la retraiter par hydrométallurgie pour récupérer les composés de terres rares. Alors, on peut aborder déjà le procédé par lui-même avec des calculs assez simples de type diagramme d'Ellingham pour prévoir quel élément va se retrouver dans quelle phase en fonction de la température. Donc ici, c'est inversé, mais donc les éléments qui se retrouvent dans la phase métallique sont au-dessus et les éléments qui se retrouvent dans la phase oxyde sont en dessous. Et une des questions importantes en ce moment, c'est, alors on sait que les alliages de base nickel, donc ceux qui vont faire la phase métallique, fondent en dessous de 1450 degrés, donc ça c'est très bien décrit. Par contre, on a des nouveaux systèmes avec les oxydes de terres rares et ce qu'on appelle des fondants, pour lesquels on cherche à obtenir une température de fusion la plus basse possible pour qu'on ne soit pas obligé de chauffer trop pour le procédé. Et ces systèmes-là, ils sont encore assez mal décrits, il manque des données expérimentales et il manque des modèles pour les décrire et pour pouvoir proposer une composition de système adaptée à ce recyclage. Voilà. Et de la même manière, donc si on prend ces mêmes objets, ces batteries nickel métal hydrure, mais qu'on traiterait par hydrométallurgie, donc ici vous avez un schéma de procédé qui passe par donc la mise en solution aqueuse et puis des opérations de précipitation pour récupérer d'une part les terres rares, puis des composés du nickel. Donc je passe assez vite sur le schéma de procédé, mais ici encore, on peut, si on s'intéresse à l'étape de mise en solution, et qu'on regarde ici la solubilité des différents sels métalliques en fonction de la concentration en acide qu'on utilise, on a des modèles assez récents, parce qu'il y a des gens maintenant qui se positionnent sur ces systèmes-là, donc qui permettent de calculer notamment la solubilité des sels de terres rares
dans l'acide sulfurique en fonction de concentration et température. Mais dans le cas des batteries NiMH, on a aussi un autre composé qui est dû à la présence d'électrolytes des batteries. Et ce potassium forme d'autres composés qui, eux, ne sont pas encore décrits et qui sont assez compliqués à décrire pour introduire dans les bases de données. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a encore des sujets, beaucoup de sujets et beaucoup de systèmes à évoluer, à évaluer. Alors, en conclusion, donc, les modèles et les outils de calcul pour les procédés métallurgiques de traitement de la mine urbaine, on peut dire qu'ils existent et ils sont issus essentiellement de la filière primaire, hein, donc de toutes les connaissances qu'on a accumulées depuis 150 ans sur l'extraction et la fabrication des métaux. Il y a des enjeux importants qui sont communs au domaine général de la métallurgie, donc c'est notamment le fait de disposer de bases de données larges et cohérentes, et des problématiques aussi d'intégration dans des logiciels de simulation de procédés, pour lesquels, notamment pour l'hydrométallurgie, hein, il y a encore des manques assez importants. En ce qui concerne spécifiquement la filière mine urbaine et le recyclage, on a affaire à des systèmes chimiques particuliers, donc qui sont assez différents des systèmes miniers et géologiques, donc ce qui complexifie les modèles. Si on compare voilà, le développement des bases de données, ça nécessite l'acquisition de données expérimentales et de paramétrisation rigoureuse, donc ça, c'est des temps plutôt longs. Et en face de ça, il faut mettre la variabilité des objets à traiter et les produits qu'on va vouloir vendre, puisque les marchés sont quand même relativement volatiles. Et donc là, on est sur des temps plutôt courts. Voilà. Donc ce qui montre un peu la difficulté, on va dire, d'avoir des modèles performants pour traiter les objets qui arrivent en fin de vie. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, j'en arrive à la fin. Et bon, on a presque grignoté notre temps, mais s'il y a quelques questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, il y en a une, je pense, pour Ludovic, c'est: pourquoi avez-vous choisi la méthode d'aide à la décision top 6 ? Quelle raison ? Oui, merci Laurent. Oui, en fait, on a choisi top 6, c'est une des méthodes, c'est parce que tout simplement, c'est celle qui nous allait le mieux durant cette étude-là. On n'avait pas d'autres contraintes, en fait. Donc, du coup, il y a bien d'autres méthodes. Je n'ai peut-être pas le lieu pour en discuter. J'invite, donc on peut en rediscuter. Je ne sais pas qui c'est qui m'a écrit, mais qu'on en rediscute, parce que du coup, il existe plein d'autres méthodes. Il n'y avait pas vraiment de raison d'utiliser une autre méthode que celle-là, parce que du coup, c'est une méthode classique et qui en fait, va pouvoir donner une réponse qui est proche de celle que donnerait l'ingénieur. Voilà. Merci. Voilà, et ben, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Donc, vu qu'il est 14h01, on va passer la parole à nos... Alors, je vais arrêter le partage, voilà. Et donc, on va donner la parole à Timothy Savouré de Calisud Montpellier. Il va nous présenter. Voilà, je te donne la parole. Merci. Alors, bonjour à tous. Merci pour la proposition de participation. Alors, je vais vous présenter une méthodologie de conception intégrée, multi-échelle et multi-objectif de systèmes complexes qui a été mise au point pendant ma thèse, que j'ai soutenue l'année dernière et qui avait pour but de concevoir une unité mobile de transformation de fruits et légumes pour l'Afrique subsaharienne. Alors, je vais juste rappeler rapidement la pratique. Alors, la conception d'un système multi-échelle, c'est un problème complexe. Une première source de complexité vient du grand nombre de variables de conception qu'il est possible d'intégrer. Dans le cas de l'unité mobile qu'on avait à concevoir, il y avait par exemple beaucoup d'équipements possibles, avec à chaque fois beaucoup de modèles différents possibles. Il fallait définir le nombre d'équipements pour chacun d'eux. Une autre source de complexité vient du côté multi-objectif. Et nous, dans le cas de l'unité mobile, on avait 8 objectifs de conception. Donc, ce qui a justifié
le fait de mettre au point, enfin d'adapter une méthodologie de conception. Cette méthodologie repose sur l'utilisation d'un outil d'aide à la conception. Donc, je vais vous présenter la structure. Alors, donc nous, en conception, on peut jouer sur les variables de conception. On cherche à maximiser, à avoir les meilleures performances possibles. Et pour cela, on utilise des modèles de simulation. Donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est d'utiliser un modèle de simulation multi-échelle. L'outil, il permet ensuite de traduire la valeur des indicateurs de performance calculés par le modèle en indice de désirabilité, qui est une note de satisfaction grâce à l'aide de fonctions de désirabilité. Et ces indices de désirabilité sont agrégés entre eux pour réduire leur nombre, pour synthétiser leur valeur grâce à des fonctions d'agrégation. La note obtenue peut être enfin utilisée par un algorithme d'optimisation multi-objectif pour rechercher là où les solutions qui satisfont au mieux les objectifs de conception. Sachant que l'outil doit être paramétré en fonction du scénario d'utilisation. Alors, donc ça, c'est l'outil. Je reviendrai après pour illustrer comment plus en détail. Et cet outil n'est qu'une partie de la méthodologie, puisque pour que ça soit un processus de conception efficient, il faut utiliser l'outil et l'améliorer de façon itérative, grâce notamment à de la visualisation et de l'analyse des résultats à chaque itération, jusqu'à obtention d'une solution satisfaisante et cohérente. Alors à présent, je vais vous montrer concrètement comment cet outil a été utilisé dans le cadre de l'unité mobile. Je vais commencer par le scénario d'utilisation. Alors, l'unité mobile, c'est un conteneur composé d'équipements qui a la particularité de devoir être flexible vis-à-vis des matières premières qu'il peut transformer et des types de produits finis obtenus. Nous, on avait 4 produits finis qu'on devait pouvoir obtenir. Les équipements, ils pouvaient être disposés pour une partie à l'extérieur du conteneur. Une partie devait pouvoir être reconfigurée selon le type de produit de matières premières, et une partie était fixe. Et le travail dans des opérations est réalisé dans des rotations de 8 heures avec maintenant, en termes d'indicateurs, on avait 5 objectifs de conception qui ont été intégrés dans l'outil. Chacun de ces objectifs de conception a été décliné en fonction de service et en indicateurs de performance, 2 ou 3 par objectif. Donc, par exemple, l'objectif viabilité économique, les indicateurs de performance, c'était le retour sur investissement. On avait 14 indicateurs qui étaient calculés pour chacun des 4 produits. Donc, on avait en tout 56 indicateurs calculés pour chacune des solutions de conception évaluées par l'algorithme. En termes de variables de conception, on avait des variables liées à la structure de l'atelier, c'est-à-dire le nombre et le modèle d'équipement, des variables liées au nombre d'opérateurs pour opérer ces équipements dans les équipes 1 et 2, des variables liées au volume d'emballage des produits finis et des variables liées aux conditions opératoires d'une opération unitaire, la stabilisation thermique. Donc, le modèle d'équipement était stocké dans une base de données. En tout, on avait 19 variables de conception. Alors, pour estimer du coup les performances en fonction des variables, on a considéré que notre atelier, c'était un système à 3 niveaux fonctionnels. Au niveau de l'opération unitaire, on a fait des modèles simples pour calculer des durées par batch. Et puis, on avait un modèle plus complexe qui permet d'évaluer les performances de l'opération unitaire de stabilisation thermique. Au niveau du procédé, on a utilisé un simulateur d'événements discrets pour estimer la capacité de production par 8 heures et en simulant le cheminement d'un lot de produits dans la chaîne d'équipement, sans que les équipements étaient discontinus. Donc, ça nous permettait d'évaluer la performance du procédé. Et enfin, au niveau atelier, c'est à ce niveau-là qu'on évaluait les performances économiques de l'atelier en utilisant la capacité de production calculée au niveau inférieur et puis les charges fixes et variables. Alors, ce qui est important ici de noter, c'est qu'il y avait
3 échelles différentes d'espace qui correspondent à chaque niveau fonctionnel, les minutes, les heures et le mois. Et on a utilisé 2 méthodes de couplage différentes pour coupler les modèles. Entre les modèles du niveau opération unitaire et du niveau procédé, il y a eu un couplage séquentiel, c'est-à-dire que tous les modèles au niveau opération unitaire ont été résolus, puis leurs résultats ont été stockés dans une base de données avant d'être utilisés par les modèles du niveau procédé, alors que les modèles du niveau procédé et atelier ont été résolus ensemble. Alors maintenant, pour l'évaluation de la satisfaction des solutions, donc les fonctions de désirabilité, donc elles ont pour but de transformer des valeurs concrètes de performance en indice de satisfaction. Pour ça, on a utilisé une fonction de désirabilité sigmoïde qui peut être croissante ou décroissante, et qui est paramétrée en fonction des seuils de désirabilité haut et bas correspondant à des désirabilités correspondant à 0,1 ou 0,9. Dans l'optimisation, on a utilisé une méthode d'agrégation minimum, dont le principe est donc, on avait 4 indicateurs de performance, indice de satisfaction calculé pour un produit, pour chacun des produits, donc par exemple la purée de gombo, et cette méthode d'agrégation consiste à prendre la petite note obtenue. On avait 4 produits, donc on avait 4 fonctions objectifs à maximiser par un algorithme. Donc on a utilisé un algorithme d'optimisation multi-objectif, algorithme génétique, qui fonctionnait avec 10 000 solutions par génération, 75 générations. J'imagine que vous connaissez le principe de ce type d'algorithme. La première génération, il génère aléatoirement une population, il prend les solutions non dominées, il les croise, il les mute ensemble, il obtient une deuxième génération, il fait la même chose, et ainsi de suite, il converger vers une population de solutions non dominées. Alors, après l'optimisation, ce qu'on a fait, c'est que comme on avait 10 000 solutions de conception, je passe vite, mais en gros, on a fait un système avec une moyenne géométrique pondérée pour classer ces solutions avec une note de désirabilité globale, prenant en compte le fait que les objectifs, ils n'avaient pas la même importance pour les utilisateurs, et notamment que les objectifs viabilité économique et qualité des produits finis étaient les 2 objectifs les plus importants. Donc, ce qui nous permettait d'obtenir un Global Desirability Index. Alors maintenant, je vais vous présenter quelques résultats. Alors, ce graphique présente la satisfaction globale des solutions en fonction de leur rang. Et si on zoome sur les solutions les plus satisfaisantes, on se rend compte que la solution obtenue, donc qui est représentée par un carré jaune, fait partie des 3 solutions qui ont une désirabilité globale supérieure à 0,25. Alors, ce qui est intéressant avec la représentation de cette graphique, c'est que ça nous permet de mieux comprendre un peu comment se positionne cette solution obtenue par rapport aux autres solutions. Alors ici, on est pour l'objectif viabilité économique et les 3 indicateurs qui étaient associés. Sur l'axe des ordonnées, on a la valeur de désirabilité obtenue. L'axe des abscisses, c'est le produit fini correspondant, il y a aussi un codage couleur. Ici, on se rend compte que pour la purée de gombo, il y avait 2 objectifs qui n'étaient pas satisfaits, avec une désirabilité inférieure à 0,1. Et pour le nectar de mangue, c'est pareil. Pour l'objectif qualité, il y a 2 indicateurs qui n'étaient pas satisfaits, à savoir la qualité restante et le temps de préparation. Et surtout, pour ces 2 objectifs, l'algorithme n'a trouvé aucune solution qui soit supérieure à 0,1 en fait. Donc, il y avait dans l'espace de conception aucune solution satisfaisante. Donc, ce type d'analyse nous a permis d'identifier des améliorations possibles de l'outil. Donc là, pour ces indicateurs, il faudrait vérifier le mode de calcul des indicateurs, les seuils de désirabilité associés, ou bien supprimer ce produit du problème de conception, car faisable, impossible de satisfaire les objectifs associés. Donc, on a réalisé des améliorations, tenant compte que dans ce processus d'amélioration, le plus important, c'est de les classer en tenant compte de leur utilité potentielle pour la décision de conception et de leur coût de mise en œuvre. Voilà, et je vais conclure. Alors, les principaux apports de l'étude, on a proposé une méthodologie de conception intégrée, multi-échelle, multi-objectif, par rapport à ce qui existait avant
l'originalité c'est dans ce modèle multi-échelle et qui lui confère une grande reproductibilité, une grande généricité, puisqu'elle peut être appliquée pour concevoir, optimiser n'importe quel type de système. Donc, conception, on l'a dit, mais ça peut aussi être utilisé pour remodeler des systèmes existants ou pour optimiser la gestion et le pilotage de systèmes industriels. Alors, d'un point de vue méthodologique, il y a une question qui se pose sur la place dans la méthodologie que je viens de décrire des méthodes d'atténuation des incertitudes, comme l'analyse de sensibilité ou les méthodes de conception fiables et robustes. Que dans la construction du modèle multi-échelle, du simulateur multi-échelle, il y a une question sur l'ordre dans lequel les niveaux fonctionnels doivent être modélisés. Est-ce qu'on le fait avec une approche descendante ou est-ce qu'on le fait avec une approche montante? Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On va passer à la présentation suivante. Il faudrait juste arrêter le partage pour, voilà, parfait, pour laisser la main. Et donc, la présentation suivante, c'est Hugo Javourez de TBI à Toulouse qui va nous parler de la valorisation des résidus organiques pour la production de protéines. Oui, bonjour, merci. Effectivement, donc là, je suis en 3e année de thèse à l'INSA de Toulouse et mes directrices de thèse sont Ligia Varna et Laurie Hamelin. Et à peu de choses près, ce titre correspond au titre de ma thèse. On ne regarde pas forcément que les protéines, on regarde plus généralement l'alimentation humaine et animale. Donc, hop, j'ai séparé la présentation en ces 4 points. Déjà, pourquoi et comment on voudrait transformer des résidus en ingrédients. Et ensuite, comment on compte les impacts environnementaux associés à ces nouvelles filières. Donc, ensuite, j'illustrerai sur un cas d'étude. C'est juste pour rappeler que c'est des idées pas nouvelles. Hein, on essaye de transformer des déchets en aliments pour beaucoup de raisons, notamment les cas de crise et de catastrophes, historiquement. Et aussi, c'est des technologies qui intéressent les contraintes d'environnement isolé, typiquement les voyages spatiaux. Mais c'est plus récemment qu'on a l'argument environnemental derrière. Donc là, j'ai juste pris quelques exemples, mais en gros, les promoteurs de ces projets, ils appuient sur le fait qu'on pourrait découpler la production alimentaire du besoin en terre, on peut boucler plus directement les cycles de nutriments. Donc, on va avoir des bénéfices environnementaux. Donc, nous, c'était un peu notre point de départ de l'analyse, c'est de vérifier ça. Juste aussi, un autre point de départ, c'est qu'on a beaucoup de résidus en France. Donc, ici, on est d'accord hein, que déchets, résidus et coproduits, c'est des mots qui sont des implications législatives et sanitaires très différentes. Mais voilà, pour cette présentation, je vais juste penser le mot résidu voilà, pour que ce soit plus simple. Donc, des résidus inévitables, on en a, et en plus, ils ont des qualités des fois qui ne sont pas si éloignées d'un ingrédient. C'est des matrices très, très hétérogènes. Hein. Ici, on va avoir à la fois du bois, voilà, des excréments jusqu'à des coproduits agro-industriels, mais on peut avoir des fractions d'intérêt liées à la nutrition, typiquement les protéines. Donc ici, le but du génie des procédés, ça va être de trouver des stratégies de conversion, d'extraction, de transformation pour amener ces biomasses résiduelles qui, a priori, sont loin d'être comestibles à une sphère de comestibilité. Donc ça, c'était notre premier travail. On a fait une revue qui était publiée l'année dernière, où on essaie d'identifier de manière voilà, la plus exhaustive qu'on puisse toutes les manières qu'il y a de passer d'un résidu organique, donc ici c'est des grandes familles hein, de résidus, à des ingrédients. Et on voit qu'on ne s'est pas seulement limité aux protéines, mais ça peut être des ingrédients composites aussi. Donc le but vraiment de cette étude, c'était déjà de documenter toutes les manières de faire et aussi d'établir, de systématiser un peu ces chaînes de conversion, d'identifier les opérations unitaires, voir s'il y avait des tendances qui émergeaient. Donc, notamment, je ne vais pas rentrer en détail, mais notamment, on a classifié un peu les opérations unitaires en 4 grandes familles. Donc, l'amélioration nutritionnelle, le raffinage, donc typiquement redescendre à l'échelle du monomère pour ensuite reconstruire des ingrédients. Donc, ça, c'est par exemple les sucres, faire du sucre à partir de biomasse cellulosique. Ensuite, bien sûr, on a l'extraction de fractions d'intérêt pour la nutrition. Donc, c'est souvent les protéines qui sont d'intérêt dans la nutrition. Et ensuite, utiliser toutes les possibilités offertes par le panel des micro-organismes et des animaux, donc des macro-organismes, comme agent de transformation. En fait. Donc, en résumé, on a une énorme manière, on peut tout faire. La seule chose qui change, c'est la longueur et l'intensité des procédés impliqués. Donc, besoin en utilité, en énergie, génération de coproduits ou pas. Donc, on a une multitude de manières en fait, de faire. Et là, on les a résumées dans ces 8 familles-là. Donc, en fait, faire du sucre
alimentaire à partir de biomasse cellulosique, faire élever des insectes sur des résidus, extraire le rubisco des biomasses feuillues, extraire les protéines en gros de là où il y en a, donc des crocodiles agroalimentaires ou autres, et ensuite utiliser un peu la versatilité des micro-organismes. Donc par exemple, si la biomasse solide, l'utiliser directement via la fermentation solide, donc typiquement les champignons, ou alors transformer les biomasses résiduelles en un substrat de fermentation qui va être adéquat pour une espèce donnée d'un micro-organisme avec des fonctionnalités nutritionnelles désirées. Donc, nous, dans toutes ces possibilités, ce qu'on cherche, c'est est-ce qu'il y en a qui seraient pertinentes à implémenter pour la France, donc lesquelles, et ensuite, avec quels résultats, c'est-à-dire de manière quantitative, quels bénéfices environnementaux ça peut nous apporter. Donc, on va voir qu'il y a effectivement le problème, c'est que la plupart de ces filières sont à l'échelle laboratoire ou alors industrielle, mais récemment, donc pas beaucoup de données disponibles de manière transparente. Donc, il va falloir modéliser. C'est il va falloir modéliser ces procédés pour pouvoir anticiper leur performance. Ensuite, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les résidus, ils sont déjà limités et en plus, ils sont la plupart du temps déjà utilisés et ça aussi, il faut le prendre en compte. Donc, pour mesurer cet impact environnemental de ces filières, il faut avoir un cadre commun. Donc, ça, c'est ce qu'on propose de définir ici. C'est déjà, moi, j'ai besoin, vu que je n'ai pas de données, de modéliser mes procédés. Donc là, ce qu'on a fait, c'est basé sur la littérature. On a regardé pour chacune des filières sélectionnées quelles sont comment on transforme une tonne de résidus en 1 tonne d'un nouvel ingrédient pour l'alimentation humaine ou animale. Donc, basé sur la littérature, comme je dis, et en appuyant aussi, en renseignant les impacts associés à cette transformation. On voit qu'ici, c'est limité au procédé, mais pour avoir l'impact global, il faut que je quantifie les conséquences d'introduire mon nouvel ingrédient sur les marchés de l'alimentation. Donc là, il va falloir qu'on ait des données sur les services nutritionnels de mon nouvel ingrédient, sur quel impact sur les marchés cela va générer. Et bien sûr, mon résidu il était déjà utilisé, même si c'était juste laissé sur le sol, ça avait potentiellement une fonction, donc il faut le prendre en compte si on enlève cette fonction pour introduire une nouvelle filière. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont un peu plus larges que le domaine strict du génie des procédés. Donc là, juste un exemple un peu plus concret, mais si j'ai une tonne de grillons d'olive, voilà, un modèle de prédiction, combien j'ai de tonnes d'insectes à partir de ça. Et du coup, ensuite, j'ai besoin d'amener de la science de l'alimentation animale pour savoir quel service nutritionnel associé à cet insecte. Et ensuite, ici, c'est la tendance sur les marchés. Qu'est-ce que, en évitant ce service-là, qu'est-ce que j'évite de production? Parce que ça va être mes bénéfices. Donc finalement, si moi, je veux avoir ma valeur environnementale nette, il faut que je prenne en compte toute cette chaîne de valeur. Et bien sûr, ce qui est compliqué, c'est que moi, je ne suis sûr de rien, vu qu'on est dans des cadres avec beaucoup d'incertitudes. Donc, j'ai des incertitudes sur mon procédé lui-même. On a dit on avait peu de données disponibles. J'ai des incertitudes aussi sur le service nutritionnel de mon ingrédient, des incertitudes sur les marchés, des incertitudes même sur l'impact d'un kilo d'un céréal, d'une commodité donnée. Donc, tout ça va falloir que je l'intègre dans le modèle si je veux avoir un ordre d'idée et pouvoir dire est-ce que c'est mieux de faire ça, le scénario A ou le scénario B, sous une incertitude, avec une confiance suffisante. Donc, un cas d'étude pour illustrer. Donc, ici, on a regardé les coproduits agroalimentaires disponibles en France. Et en gros, on a comparé 3 voies de valorisation différentes. Donc, soit on en fait de l'énergie, de la digestion aérobique, soit on le donne directement à manger à des animaux d'élevage, soit on va améliorer la qualité nutritionnelle via la fermentation solide. Donc, ici, c'est le mycélium de pleurote. Et ensuite, on va le donner à des animaux, ou alors, si ça a vraiment une qualité suffisante, on peut le donner directement, mettre sur les marchés de l'alimentation humaine. Donc, même chose, il faut qu'on quantifie chacun de ces blocs. Donc, typiquement, ici, on a fait un modèle de fermentation pour savoir quel serait l'impact sur la composition de la fermentation. Donc, ici, il y a 6 biomasses différentes, juste pour avoir un peu les nuances. Mais en gros, lorsque je fermente, l'objectif, c'est d'augmenter la teneur en protéines et de réduire la teneur en fibres pour augmenter la valeur nutritionnelle. Et comme j'ai changé la valeur nutritionnelle, j'ai changé le vecteur de commodité, donc ici l'alimentation animale, qui a été évitée via mon procédé. Et donc ensuite, une analyse de cycle de vie classique où il faut prendre en compte toutes les opérations unitaires. Et donc ici, typiquement, une des conclusions, c'est que la plupart du temps, c'est mieux de donner directement à manger à l'animal plutôt que de le fermenter et de le redonner à manger.
sauf dans le cas où, par exemple, dans le cas du grillon d'olive, lorsqu'il n'est pas mangeable directement par ses propriétés intrinsèques, ben là, ça reste mieux d'en faire de la digestion anaérobie que d'essayer de le fermenter parce que le service nutritionnel restera trop faible. Et bien sûr, dans le cas où on peut atteindre les marchés alimentaires, enfin pour l'alimentation humaine directement, ben c'est préférable. Donc là, c'est des résultats assez évidents, mais en fait, ce que permet de faire aussi ces modèles, plus pragmatiquement pour le promoteur de projet, c'est d'identifier directement les paramètres qui vont être déterminants pour, ici c'est le changement climatique, on peut travailler sur d'autres impacts environnementaux, voire économiques. Donc typiquement, dans ces paramètres, il y a des paramètres qui dépendent du génie procédé, donc dans lequel moi je vais pouvoir jouer, et il y a des paramètres sur lesquels je ne vais pas pouvoir jouer du tout. Et typiquement ici, j'ai beaucoup d'incertitudes liées au fait que j'ai une incertitude sur d'où vient le blé marginal, donc qui va répondre à une augmentation de la demande. Voilà. Donc, bon, quelques autres résultats, hein, c'était juste le même cas d'étude, mais on a ajouté le cas des insectes et des mycoprotéines. Donc ici, on reste aussi dans des résultats, on retrouve des évidences, hein, mais que c'est mieux, on peut les mettre une valeur derrière. En fait, donc ça, c'est mieux de faire des insectes pour remplacer la viande d'alimentation humaine que de donner de la biomasse, par exemple, pour faire de l'énergie ou autre chose. Donc la même chose, on peut identifier des paramètres importants. Donc là, je vous ai juste présenté des filières un peu séparées, des cas d'études un peu isolés, mais ce qu'on est en train de travailler sur le temps qui me reste maintenant, c'est d'intégrer tout ça dans une seule plateforme d'optimisation. Donc le but, c'est qu'ici, on aura une centaine de résidus organiques identifiés en France, caractérisés, une vingtaine de filières de valorisation plutôt centrées sur les valorisations, permission de transformer des déchets des résidus en ingrédients. Et notre objectif d'optimisation, c'est de trouver l'allocation de ces résidus sur les différentes filières qui permettent à la fois de minimiser les impacts environnementaux, donc ça on pourra définir si on met le changement climatique en premier lieu ou alors d'autres impacts aussi dans l'optimisation, tout en bien sûr remplissant une demande qui existe pour des biens et des services. Donc en résumé, nous ce qu'on cherche pour l'instant, c'est de documenter dans quel cas transformer des déchets en aliments, ça peut être pertinent pour le fond. Pour ça, on utilise un couplage entre les logiciels d'analyse de cycle de vie et de la modélisation des procédés. Mais bon, là, je joue la conversation, mais je pense qu'il y a un manque de logiciels et d'outils couplant ces deux aspects. Et un autre point que je souhaitais aussi, les déchets, c'est une bonne source pour c'est une ressource, mais c'est une ressource qui est déjà utilisée. Il faut prendre en compte le fait qu'il n'y en aura pas pour tout. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Hugo. J'invite le prochain, Gilberto Yuki Junior de l'ATEP pour nous partager son écran et nous parler de méthanisation et de méthanation. Bonjour à tous, je m'appelle Gilberto Yuki, je suis du coup doctorant au laboratoire de thermique énergétique procédé à l'Université de Pau. Aujourd'hui, dans ce webinaire, je vais vous présenter un peu sur le sujet de ma thèse, qui s'agit sur le développement des outils numériques pour la simulation et l'optimisation dynamique pour des installations qui contiennent à la fois des réacteurs de méthanation et de méthanisation. Cette thèse est encadrée par Frédéric Marias, Sabine Socha et Elio Ginocchio. Tout d'abord, je vais commencer par le contexte de ce projet. Puis, je vais vous présenter un peu sur les deux procédés, la méthanation et la méthanisation. Et après, je vais vous montrer les avancements de mes travaux de recherche. Aujourd'hui, l'énergie, elle est le plus grand responsable des émissions de gaz à effet de serre en Union européenne. C'est pour cette raison qu'au niveau cadre réglementaire, il y a été mis en place quelques mesures pour faire face au changement climatique. Par exemple, au niveau Europe, il y a le Pacte vert qui met l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Et en France, on peut citer la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui met quelques objectifs pour les énergies renouvelables à l'horizon 2030. Si on regarde les dernières années, on voit que les énergies renouvelables sont de plus en plus présentes dans le mix énergétique en France et en Europe. C'est là aussi, il y a aussi une présence de plus en plus grande aussi des énergies de sources intermittentes comme l'éolienne et le solaire. Avec une participation croissante de ces sources, vient aussi la question de comment pouvoir stocker ce type d'énergie qui varie selon les conditions climatiques.
Une alternative, c'est d'utiliser des procédés chimiques, comme par exemple la méthanation. Ce procédé permet de convertir de l'hydrogène et du CO2 en méthane. L'hydrogène peut être produit à partir de l'électricité par l'électrose de l'eau. Et du coup, on peut appeler ce type de technologie une technologie power to gas, car il permet de finalement convertir de l'électricité en gaz. Et il y a une partie convéniente d'utiliser le méthane, ce qu'il peut utiliser dans une infrastructure déjà construite pour la distribution et stockage des gaz naturels. Un autre procédé qui est important dans ce contexte de transition énergétique, c'est celui de la méthanisation. En effet, elle peut convertir de la matière organique en biogaz qui contient du méthane et du CO2 aussi. Et du coup, on va transformer des déchets des industries ou des bouts des unités de traitement de l'eau ou des déchets agricoles en ressources énergétiques. Car les matières organiques peuvent être méthanisées et transformées en biogaz qui, après, peuvent être utilisées sous la forme de biométhane à l'injection d'un réseau gaz ou utilisées pour la production de chaleur, électricité ou même combustible de véhicules. Le digestat produit par ce procédé peut aussi être utilisé comme un fertilisant sous les champs agricoles. Alors, on a un procédé qui utilise du CO2, c'est la méthanation, et un procédé qui produit un gaz qui contient aussi du CO2. Du coup, on peut aussi les mettre ensemble. C'est le cas du site Capecologia, qui aujourd'hui, c'est un site de dépollution des eaux usées et d'incinération des déchets, mais qui a des réacteurs de méthanisation et de méthanation qui sont en construction. L'idée, c'est de méthaniser les bouts d'épuration de l'unité de traitement de l'eau, produire du biogaz, et le CO2 de ce biogaz sera amené en réacteur de méthanation qui produira encore plus de méthane. L'hydrogène utilisé sur le site il sera produit par l'électrolyse qui utilisera de l'électricité des panneaux photovoltaïques. C'est prévu aussi une valorisation du digestat sous la forme de biochar qui pourra être utilisé comme un fertilisant ou valorisé comme énergie par l'unité d'incinération. Si on prend par exemple une unité comme base, une unité qui contient ces deux réacteurs, il y a plusieurs aspects qu'il faut prendre en compte pour son opération. Il y a la disponibilité des excédentaires d'énergie électrique qui, avec une participation de plus en plus des énergies renouvelables, sera dépendante des conditions climatiques, par exemple l'ensoleillement, la vitesse du vent. Et du côté méthanisation, il y a tous les aspects des entrants qui peuvent être soumis à des variations annuelles au cours de l'année, en fait, par exemple l'activité agricole. Avec ces procédés qui utilisent et qui produisent du gaz, il faut aussi penser à comment gérer et comment faire le stockage. Et finalement, avec ces paramètres qui vont varier au cours du temps, il y a du coup une opération dynamique pour ces deux procédés. C'est pour cette raison que dans le cadre du projet OptimeF, l'idée c'est de finalement développer des outils numériques pour faire la simulation dynamique de l'ensemble de ce procédé. Et également la conception et pilotage optimaux en couplant ces unités dans un environnement d'optimisation pour finalement répondre à la question quelle est la meilleure façon de piloter cette plateforme. Pour l'instant, j'ai travaillé sur la modélisation du digestat. Du coup, j'ai utilisé la cinétique de l'ADMA, en fait, une version modifiée. D'ailleurs, c'est un des modèles plus répandus dans la littérature, qui finalement décrit d'une façon assez détaillée tous les bioconversions dans le digestat. À ce modèle, j'ai couplé un modèle thermique pour finalement considérer les pertes thermiques, la charge thermique de l'échangeur et aussi les réactions. Pour le stockage gaz, comme c'est une pratique assez courante dans cette industrie de stocker le gaz dans le ciel du réacteur, j'ai mis aussi un gazomètre doublement grand
Et pour cela, pour l'instant, j'ai mis un système de contrôle très simple. Une vanne contrôlée par le niveau de biogaz ici, une vanne statique côté biogaz. Et toutes les équations de ce modèle ont été finalement résolues en utilisant la bibliothèque SciPy en Python. Comme un petit exemple de simulation, j'ai pris des données météorologiques pour l'été à Pau. Il y a quelques paramètres alimentés dans le modèle, par exemple, quelques données sur les alimentations, par exemple la charge organique. Là, j'utilise une alimentation périodique d'une fois par jour pour mieux représenter l'opération d'une unité industrielle. Et, par exemple, les données concernant l'échangeur de chaleur et les dimensions de réacteur, ici représentées par le volume de digestat. Du coup, comme des résultats pour le modèle, on a par exemple le profil de température, le profil de pression de la phase gaz, les volumes stockés de biogaz, ainsi que sa production de méthane. On voit qu'ils ont ici un caractère périodique, car l'alimentation est périodique. Il y a aussi la variation journalière de la température, ensoleillement, mais aussi parce que pour l'instant, c'est un contrôle des vannes très simplifié. Je n'ai pas mis un contrôle très poussé pour la production et volume de biogaz. Et en utilisant en fait des données météorologiques comme une entrée, c'est possible d'étudier l'effet de différentes saisons. Par exemple, si on utilise les données météorologiques en hiver, à Pau aussi, on voit que les températures du biogaz et de l'air, ils ont diminué. Et pour maintenir le digestat à une température à peu près constante, il a fallu finalement augmenter un peu la chaleur de chauffage du réacteur. Pour conclure, finalement, dans ce contexte de transition énergétique, ce type de technologie qui permet de convertir de l'électricité renouvelable sous la forme de gaz, finalement un stockage chimique, ainsi que des synergies entre des systèmes de conversion énergétique seront très importants pour finalement atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Comme une perspective plutôt liée au projet OptimeF, l'idée c'est de finalement développer des modèles pour tous les procédés de ce type d'installation et en couplant avec un outil d'optimisation, pouvoir estimer à partir de la demande de gaz, par exemple, et de la disponibilité des énergies renouvelables, trouver les profils de le pilotage optimal de façon à maximiser, par exemple, la production de méthane, minimiser les coûts ou même minimiser l'empreinte carbone de l'installation. Je vous remercie à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Gilberto. Donc, on va passer à la présentation suivante, qui sera celle de Jean-Régis Martinan de Rhapsody à Albi. Et je voulais juste préciser, n'hésitez pas à poser des questions sur le Q&R, là, le question-réponse, au fur et à mesure, puisqu'on prendra toutes les questions à la fin des présentations. Donc, encore 2 présentations. Écoute, Régis, à toi. Jean-Régis, pardon, à toi. Donc bonjour à tous, je m'appelle Jean-Régis Martinan, je suis ingénieur de recherche au centre Rhapsody à l'école des mines d'Albi et aujourd'hui donc je vais vous parler de valorisation de déchets inorganiques de l'Occitanie en céramique pour le génie civil. Donc d'abord un petit peu de contexte et d'enjeu. Tout d'abord d'un côté on a une augmentation de la production des énergies éoliennes en France. Vous pouvez voir ici qu'en 2004, de 2004 à 2014 on est passé de 8000 MW à 52 000 MW produits. Donc c'est une bonne chose, ça veut dire que la part de renouvelables augmente, la part d'éoliennes en France augmente. Par contre, ça veut dire aussi qu'on a plus d'éoliennes en circulation et que lors de leur fin de vie, on aura plus de déchets. Donc, vous pouvez voir ici une estimation du nombre de déchets en 2029. Donc, on aurait environ 50 kilotonnes de déchets composites sur les bras. Et en 2050, on aurait environ 2 mégatonnes de déchets. Donc, ici, une véritable question de recyclage se pose, savoir est-ce que c'est possible de recycler ces matériaux-là et si oui, comment le faire.
D'un autre côté, on a aussi de nombreux déchets argileux qui sont générés par an, notamment pour la récupération du sable pour la construction. Vous pouvez voir ici, on a à peu près 2,5 kilotonnes par an de générés. On a également de nombreux déchets inorganiques issus de l'industrie qui sont créés chaque année. Vous pouvez voir les quantités relatives au sable de fonderie, aux verres ménagers, aux déchets du BTP et aux cendres de chaudière, par exemple. Vous pouvez voir que c'est des nombres assez conséquents à l'année et que même si une partie d'entre eux commence à se faire recycler de nos jours, la majorité reste quand même encore stockée en interne dans les entreprises, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas quoi en faire, ou alors elles sont simplement placées dans des centres d'enfouissement. Donc, le projet MACICED pour matériaux céramiques innovants pour le stockage d'énergie du bâtiment est un projet financé par le FEDER qui a pour objectif tout d'abord d'évaluer le potentiel de valorisation de déchets industriels en Occitanie et également de créer des synergies entre les producteurs de déchets et les acteurs qui pourraient les valoriser de manière locale. Donc, pour la partie concernant les déchets composites éoliens, c'est le laboratoire Promesse à Perpignan qui dirige ces travaux et qui va essayer de les valoriser sous la forme de matériaux de stockage thermique. Et la partie concernant les déchets d'argile et de sable, c'est plutôt le laboratoire Rhapsody, chez lequel je travaille. Et nous, le but, ce serait d'introduire ces déchets dans des briques de construction en terre cuite. Autour des deux laboratoires, nous avons le laboratoire ARDEV qui nous aide au niveau de l'acceptabilité socio-économique et environnementale des solutions proposées. Et nous avons également l'entreprise Ecotech Ceram qui, elle, nous aide à tout ce qui est partie recherche et développement. Donc, comme je vous ai précisé, la suite de la présentation va s'axer plutôt sur la partie matériaux pour le bâtiment, puisque c'est sur laquelle j'ai travaillé durant le projet. En plus des partenaires précédents, la briqueterie Sainte-Marcel nous a aussi beaucoup aidé sur ce projet. Monsieur Denaclara, le propriétaire, nous a prêté de l'argile pour réaliser les formulations. Il nous a aussi mis à disposition son extrudeuse pour réaliser les briques à l'échelle industrielle, pour faire des essais à grande échelle. Et également, il nous a aussi donné beaucoup de conseils sur la mise en forme et l'interprétation des résultats obtenus. Donc, la suite de la présentation va s'articuler autour de 4 points. Donc, tout d'abord, la sélection des déchets utilisés dans le projet, la détermination du procédé d'élaboration à l'échelle du laboratoire, les formulations réalisées ainsi que quelques résultats de caractérisation, et enfin, la transposition à l'échelle industrielle. Donc, au niveau de la sélection des déchets, nous avons sélectionné pour cette étude 6 déchets, dont 4 issus d'Occitanie. Nous avons tout d'abord un déchet de verre ménager. Nous avons 2 déchets de granit, un sous forme de boue et un sous forme de poudre. Et des cendres de combustion d'agropellets. Pour les 2 autres déchets, comme je l'ai dit, ce n'est pas des déchets issus d'Occitanie. Nous avons un sable de moulage et du laitier de haut fourneau vitrifié. Et comme précisé précédemment, l'argile de référence utilisée pour faire les formulations est l'argile de la briqueterie Sainte-Marcel. Donc, maintenant que les déchets sont présentés, nous allons pouvoir passer à l'étude du procédé d'élaboration. Donc, pour faciliter la mise en œuvre, nous avons décidé de ne pas mettre en forme les produits par extrusion, mais plutôt par pressage dans la partie laboratoire. Et donc, nous avons travaillé sur plusieurs paramètres pour optimiser ce procédé-là. Et donc, le procédé obtenu est le suivant. Donc, on ajoute de l'eau à de l'argile, à peu près 10% en masse d'eau avec l'argile. On malaxe le tout pendant quelques minutes. Ensuite, on laisse le mélange macérer pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour homogénéiser l'hygrométrie du mélange. Et avant le pressage, on malaxe une dernière fois le mélange pour aérer une dernière fois le mélange. Ensuite, on presse le mélange entre 8 et 10 MPa. Et enfin, on a la brique. Il nous manque juste à la sécher. Donc, ici, on a décidé de le faire sous air pendant à peu près 10 jours. Et enfin, on a la cuisson de la brique à 1000 degrés ici, dans un four électrique. Donc, ce procédé d'élaboration a été optimisé pour une brique contenant seulement de l'argile pure, mais il va être également utilisé donc, pour la suite au niveau des formulations avec des déchets. Donc, pour borner les essais, nous avons établi un cahier des charges. L'objectif est globalement d'avoir les mêmes propriétés que celles d'une brique extrudée déjà commercialisée par l'entreprise Sainte-Marcel.
Vous pouvez voir ici une liste des critères établis pour les performances finales, avec en priorité l'aspect visuel, donc les briques doivent être de couleur rouge et présenter peu de défauts de surface. Et ensuite, on a une résistance en compression qui doit être supérieure à 13 mégapascales. D'après la norme, il faudrait dépasser seulement 10 mégapascales, mais nous avons rajouté un coefficient de sécurité pour valider les formulations. Donc, au niveau des formulations réalisées, nous avons ajouté entre 5 et 40% en masse de déchets dans les briques. Et ces déchets ont été ajoutés dès la première phase d'élaboration, c'est-à-dire dans la préparation du mélange. Pour la suite de la présentation, je vais juste vous montrer les résultats observés avec le déchet de verre ménager pour simplifier la présentation. Donc, vous pouvez voir ici les résultats avec l'incorporation de 5 à 40% de verre dans la brique. Au niveau de l'aspect visuel, vous pouvez voir ici une photo d'une brique contenant 10% du verre ménager. On peut remarquer qu'il y a plein de petites bulles de verre qui sortent de la brique durant la cuisson. Après discussion avec le briquetier, il nous a dit que pour lui, ce n'était pas très gênant parce qu'en fait, elles sont faciles à enlever. Par un simple frottement, elles tombent. Donc, ce n'est pas gênant durant le maçonnage de la brique, en fait, les bulles vont tomber, donc on n'aura pas ce souci au niveau d'aspect visuel. Cependant, on peut aussi considérer que ça fait une perte de matériaux et que en fait, les déchets qu'on avait incorporés à la base, en fait, ils sortent de la brique et donc ils sont par terre ou ils sont répandus dans l'environnement. Donc, une des alternatives serait d'utiliser une granulométrie plus faible du déchet. Vous pouvez voir ici une différence entre 1 mm et 50 microns. Il nous reste encore quelques bulles, mais on a grandement diminué la quantité de bulles en surface. Au niveau des autres critères, vous pouvez voir les résultats ici. On est globalement OK sur toutes les propriétés testées, surtout au niveau de la résistance en compression, que ce soit de 5 à 40% d'incorporation, on est bien au-delà des 13 MPa demandés. Donc, ces résultats sont concluants. Ça veut dire que cette formulation peut être utilisée et testée à l'échelle industrielle. Donc pour l'extrusion à grande échelle, nous avons donc décidé d'utiliser 20% de verre, qui est la limite, la moyenne entre 5 et 40% à peu près. Et nous avons décidé d'extruder 600 briques à peu près par formulation pour justement valider la reproductibilité de la composition et aussi des performances. Vous pouvez voir ici une photo de l'extrudeuse utilisée, une photo des briques obtenues juste après l'extrusion et une photo des briques récupérées pour le séchage. Au niveau des propriétés, des critères établis, pour l'instant, les briques sont en cours certaines sont en cours de séchage, certaines sont en cours de cuisson, donc je n'ai pas de résultats à vous montrer à ce niveau-là. En revanche, en attendant que les résultats sortent, on a commencé à faire une petite estimation de la quantité de déchets possiblement valorisables dans ce cas de figure. Et d'après l'ADEME, en 2020, 1634 kilotonnes de briques ont été produites en France. Si on considère que 20% pourraient être remplacés par des déchets, ça nous fera à peu près 327 kilotonnes de matière remplaçable. Si on prend aussi le fait qu'un peu moins de 3 mégatonnes de verre ménager ont été produits en 2020 et que seulement 80% à peu près ont été recyclés, ça nous fait encore donc 20% qui ne sont pas recyclés, soit à peu près 600 kilotonnes de disponibles. Et si on met en commun ces deux informations, ça veut dire que 54% des déchets de verre pourraient être valorisés dans des briques de construction. Vous allez me demander qu'est-ce qu'on pourrait faire du reste. Mais le reste, on pourrait l'incorporer dans d'autres produits de terre cuite, par exemple les tuiles, dont la quantité produite par an est légèrement supérieure à celle des briques. On peut aussi imaginer des briques perforées, etc. Et également, on peut aussi trouver d'autres moyens de valorisation pour ce qui reste, pour éviter que ces matériaux soient laissés, soient enterrés. Donc, pour résumer cette partie du projet concernant les briques de construction, nous avons sélectionné 6 matériaux, dont 6 déchets, dont 4 issus d'Occitanie, déterminé un procédé d'élaboration par pressage pour les essais en laboratoire.
réaliser des formulations et caractériser les produits. Donc ici, je vous ai présenté que les résultats issus du verre ménager, mais nous avons également eu d'assez bonnes performances pour le sable de moulage, le laitier d'eau fourneau et le granit en poudre. Et enfin, nous avons réalisé quelques essais à l'échelle industrielle, dont la cuisson est en cours pour l'instant. Ce qui manque à faire, donc il reste à caractériser les briques réalisées pendant la transposition et certifier les performances auprès de prestataires extérieurs. Essayer aussi par la suite, pourquoi pas avec d'autres argiles et avec d'autres déchets pour élargir le panel de valorisation. Également d'autres formes, comme je vous disais, on peut utiliser peut-être sous forme de briques, sous forme de tuiles, pardon, ou de briques perforées. Et enfin, entamer la discussion entre les fournisseurs pour créer des synergies entre ceux qui ont les déchets et ceux qui pourraient les valoriser. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Régis. J'invite la dernière présentatrice, Nancy Priou, à nous partager son écran. Et je répète, n'hésitez pas à poser vos questions sur le Q&A. À toi, Nancy. Le micro. Le micro, oui. Pardon, excusez-moi. Donc, je vais vous présenter mes travaux qui sont intitulés « Approche centrée données massives et intelligence artificielle pour les systèmes industriels durables et circulaires avec une application trajectoire de valorisation des déchets lignocellulosiques ». Donc, nous, on va être un peu plus, je dirais, haut dans les systèmes qu'on a pu voir les présentations précédentes. Donc, au départ, on va avoir trois domaines de recherche. Donc, tout ce qui va être économie circulaire, pensée cycle de vie, les analyses environnementales. D'un autre côté, on a tout ce qui va être les articles scientifiques avec de plus en plus de traités de traitement, de procédés de traitement, de valorisation de la biomasse. Et nous allons avoir un troisième domaine avec tout ce qui va être les méthodes issues des données massives ou de l'intelligence artificielle qui va amener de plus en plus de données et de plus en plus de connaissances. Cela va nous amener à trois grandes questions. Est-ce qu'on peut avoir des procédés plus soutenables, plus durables, avec en prime un concept d'économie circulaire? Comment l'intelligence artificielle et les données massives peuvent aider ces analyses environnementales, ces analyses de la durabilité au sens large, et l'économie circulaire, et comment tous les articles peuvent aider à optimiser les procédés de valorisation. Donc ça, ces trois questions nous ont amené à la problématique de la thèse, qui est de proposer une approche qui va assister l'analyse et la comparaison de différents pré-traitements, de procédés de pré-traitement de la biomasse lignocellulosique et différents procédés dans un contexte d'économie circulaire. Si je présente l'approche de façon générale, on va avoir 5 étapes. Donc la première, ça va être une étape qu'on connaît dans l'analyse de cycle de vie, donc ça va être les frontières et le but de l'étude. Après, on va avoir une étape un peu plus particulière qui va être issue, elle, du machine learning et du big data, notamment l'ingénierie des connaissances, donc on va appeler data architecture. Après, on va avoir tout ce qui va être analyse de la durabilité. On va voir tout ce qui va être visualisation et analyse de ces résultats, des analyses de la durabilité, donc des impacts en fait, qui va être issue, elle aussi, du machine learning, et après la prise de décision. Donc, si je détaille un peu, donc, cette étape que je pense que vous connaissez tous, donc, qui va être l'étape où on va définir le but, les frontières, avec bien sûr une pensée cycle de vie qui est encouragée, où on va définir l'unité fonctionnelle et les choix des différentes technologies. Après, on va avoir une étape, donc l'étape d'architecture des données qui va être, elle, un peu plus particulière. Donc là, on va extraire et collecter toutes les données qu'on peut avoir, par exemple, dans les bases de données d'articles scientifiques. Donc, en fait, on va chercher tout suivant notre étude, on va chercher tous les articles scientifiques qu'on peut trouver sur Web of Science ou Direct Science.
On va enrichir et stocker ces données, on va traiter ces données, et après, on va pouvoir les analyser ou les visualiser. Donc là, on va être que sur les données brutes, donc les données de procédé. Donc, si je passe rapidement dans la collection des données, on va avoir soit des bases de données qui vont être structurées, donc là, ça va être très simple à extraire d'une façon automatique, soit, et là, là où j'allais dire que c'est le plus compliqué, c'est tout ce qui va être données non structurées. Et là, on va être obligé d'utiliser donc des méthodes qui sont issues de l'ingénierie des connaissances, donc des méthodes comme les ontologies qui vont nous permettre d'avoir une extraction qui va être semi-automatique. Donc le stockage, lui, va se faire donc, dans des systèmes, des bases de données relationnelles, et l'enrichissement va être pouvoir fait par des experts ou des modèles. Le traitement des données, lui, va servir à soit supprimer des données, par exemple, si on a dans des articles scientifiques des bilans matière qui ne bouclent pas, on va pouvoir supprimer ces articles en considérant qu'ils ne sont pas pertinents pour nos analyses après. Et donc, l'analyse des données et la visualisation des données va nous permettre d'avoir soit des analyses donc, descriptives, diagnostiques, prédictives ou prescriptives, et là, on va avoir des méthodes qui sont issues du machine learning. Après, donc, on va faire l'analyse de la durabilité. Donc là, on va évaluer tous les impacts. Nous, on s'est concentré juste sur les impacts environnementaux avec une analyse de cycle de vie et les impacts économiques avec le life cycle costing. Donc là, dans cette présentation, je vais juste utiliser les impacts environnementaux. On va avoir deux grandes étapes. L'inventaire, et qui va permettre d'inventaire tous les flux, et donc le calcul des impacts en lui-même. À la fin de cette étape, donc, on a une grosse matrice. Donc, suivant le nombre d'articles scientifiques qu'on a, ou même de procédés qu'il y a dans les articles scientifiques, on peut avoir des très, très grandes matrices qui peuvent avoir de nombreuses données. Donc, on va avoir des matrices des impacts qui sont suivant les méthodes utilisées pour la CV, entre 13 et 17 impacts, avec le nombre de procédés étudiés qui peuvent être très, très grands suivant l'étude. Pour ces analyses, on va utiliser du machine learning, et notamment tout ce qui va être réduction d'échelle. Avec, par exemple, nous, on a pris le cas des distances de Canberra et des Camins, qui va nous permettre de découvrir des structures cachées dans les dimensions. Donc, nous, on va se retrouver, comme on peut le voir hein, au départ, avec une matrice procédée qui va pas pouvoir être lisible visuellement. Donc, on va pouvoir faire de la réduction de dimensions pour pouvoir coupler les similarités et les dissimilarités. Et après, on va pouvoir avoir des clusters avec des analyses de clustering, des interprétations de clustering. Pardon. La prise de décision, elle va être donc soit plutôt manuelle, donc avec des décideurs qui vont prendre suivant les visualisations qu'on a vues, soit on va pouvoir l'assister avec des outils de décision, comme par exemple Electré ou Prométhée, que je peux citer. Si je vais dans un cas d'étude, donc la valorisation de la biomasse, si je déroule notre méthode. Donc, on va avoir le but, ça va être d'aider le chercheur ou l'ingénieur R&D à choisir un pré-traitement ou un procédé ou une biomasse pour la production de glucose. Donc là, dans cette présentation, je vais me concentrer sur deux biomasses, la paille de riz et la paille de maïs. Donc, on va avoir cette fois-ci un Gradle to Gate. On va juste de la biomasse jusqu'à l'hydrolyse enzymatique, donc jusqu'au glucose. Donc, la biomasse est considérée comme un déchet. Et donc, tous les impacts environnementaux de la biomasse sont pris sur le riz ou le maïs. Et on va considérer que la bioraffinerie est à côté du chou. Donc, la fonction, c'est un glucose, et la unité fonctionnelle va être sur 1 gramme de glucose. On va extraire les données des procédés. Donc, nous, on a sélectionné 18 articles qui proviennent de Direct of Science, Web of Science ou Direct Science, qui ont été donc extraits par des experts grâce à des keywords.
Donc là, on se retrouve avec une base de données non structurée et on va faire une extraction semi-automatique grâce à une ontologie que nous avons créée. Après, on va enrichir les données, les stocker donc dans des fichiers CVS. On va vérifier tout ce qui va être tout ce qui va être bilan matière, ce qui va nous permettre de supprimer 3 articles où il n'y a pas de données, où il y a des données très importantes qui ne sont pas là, où on a des faux bilans matière. Ce qui va nous permettre d'avoir après des analyses des données. Donc là, par exemple, le machine learning qui va nous tracer le glucose par rapport aux températures miettes sur les 15 procédés. On va utiliser l'analyse de cycle de vie récipé avec EcoEvent qui va nous permettre après d'avoir les impacts environnementaux. Ces impacts environnementaux, soit vous pouvez avoir comme gauche ce que vous êtes habitué avec des analyses environnementaux, soit on utilise le machine learning pour, cette fois-ci, avoir du clustering avec différents procédés. Donc là, on a 3 groupes de procédés, avec un groupe de procédés purement mécaniques, avec des impacts environnementaux très forts, un procédé là où on va avoir un peu de mélange de différents procédés, et là, on va avoir des procédés qui vont être purement séparatifs, avec des impacts qui vont être les plus faibles. Et donc, après, on va pouvoir prendre une première décision, c'est-à-dire, par exemple, se concentrer sur un seul des groupes, des clusters, et peut-être réitérer cette méthode. On peut aussi aller plus loin avec des dimensions 2 et 3, et bien sûr, à terme, on augmente le nombre d'articles scientifiques. Donc, pour conclure, je vous ai présenté une approche qui va coupler tout ce qui va être sciences des données avec l'analyse environnementale, ou l'analyse de la dualité, parce qu'on peut le faire avec les impacts économiques, qui va aider le chercheur ou l'ingénieur à y aider. On va être sur du truc qui va être du pilote, donc des premières études qui va nous permettre de comparer différentes technologies de pré-traitement. On va avoir bien sûr des limites, comme des TRL très faibles, des qualités de données qui, malheureusement, avec des nouveaux procédés, ne sont pas les meilleurs, donc qui vont entraîner des erreurs de long de procédé. Et donc, bien sûr, on va pouvoir augmenter ça en augmentant l'échelle avec des supply chain globales ou de la monétarisation. Voilà, merci. Merci Nancy. Donc on va pouvoir passer aux questions. Et merci donc à tous les orateurs. Bon, vous avez tous eu 2 minutes supplémentaires, donc on arrive un petit peu plus tard que prévu, mais donc ça nous laisse une quinzaine de minutes pour évoquer diverses questions. Il n'y en a pas eu encore beaucoup dans le chat, mais n'hésitez pas à en poser. Moi, j'en ai un certain nombre. J'imagine que Ludovic aussi. Pierre Aymar m'en a fait parvenir aussi certaines. Alors, je ne sais pas si on repart dans l'ordre des présentations. Qu'est-ce que tu en penses Ouais. par ordre d'intervenants? Ouais. Oui, on va essayer, oui. Tu veux que je te lise la première sur le, Ouais, donc sur le Q1? Donc, du coup, c'est pour Timothy Savouré. Pouvez-vous nous décrire la méthode d'agrégation? Quels critères avez-vous utilisés pour donner le poids à chaque objectif? Y a-t-il eu un comité d'experts? Merci pour la question. La méthode d'agrégation, comme je l'ai expliqué, il y en a eu 2. Il y en a eu une qui est la méthode d'agrégation MIN par le minimum que j'ai décrite. Et après, post-optimisation, on a il y a eu plusieurs agrégations successives, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a fait une moyenne géométrique pondérée. Pour déterminer les poids, on a utilisé la méthode AHP, Analytical Hierarchy Process de Saati, qui consiste, si vous voulez, j'ai une slide que je peux présenter. Je vais reprendre voilà, je vais reprendre le partage d'écran.
Voilà, j'imagine, là, vous voyez. En gros, il y avait les objectifs qu'on a comparés. Donc, la méthode AHP, là, elle consiste à On les voit pas. comparer… Allô? Il n'y a rien qui est partagé. Ah mince, il y a un problème. J'oublie à chaque fois de faire partager sur le truc, là. Zoom. Ouais, voilà, c'est bon. Là, là, c'est pas ça. Si, là, vous voyez, là, non? Oui. Ouais, ok. Alors, excusez-moi. Donc, en fait, la méthode AHP consiste à faire comparer à un groupe de personnes, donc d'experts, les objectifs 2 à 2 en leur faisant noter quel est l'objectif prioritaire et sur une échelle allant de 1 à 9. Donc, vous voyez ici l'objectif viabilité économique contre les 4 autres objectifs. Et en fait, les petites barres horizontales, là, ça correspondait à la fréquence des notes attribuées par le groupe. Et sur cette base-là, j'en ai déterminé une note moyenne qui a été convertie grâce au calculateur de la méthode en poids. Et si vous tapez sur Internet, ou alors je vous enverrai les références du petit calculateur en ligne. Voilà, il donne les poids comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. Pierre, tu avais une question, il me semble aussi. Pierre Emma. Ouais. Ouais. Je te laisse la lire parce que j'ai plus. Ah. Attends. Ok, Attends, non, je vais retrouver. Pour Timothy, oui, je me demandais comment on pouvait évaluer la robustesse des solutions proposées par rapport à l'évolution d'un contexte, par exemple un contexte économique, hein, des besoins de consommateurs qui évoluent, ou bien une disponibilité de la matière première qui, elle aussi, peut changer au cours du temps. Est-ce qu'il y a une tentative d'apprécier cette robustesse des solutions optimales obtenues? Vous parlez de façon générale ou dans la méthodologie? Oui, de manière générale, hein, pas peut-être dans le cas particulier qui a été discuté, mais ouais. de manière Alors, générale, est-ce que… Oui. Ouais, dans la méthodologie, en fait, ouais, ça fait partie des points sur lesquels moi j'aurais bien aimé aller un tout petit peu plus loin et on n'a pas pu creuser pendant ma thèse, mais là où par rapport à l'environnement, ce qui serait faisable et ce qui pourrait être intéressant, en fait, initialement, donc là on a un paramétrage de l'outil qui est fonction du scénario d'utilisation. Nous, dans ma thèse, on a utilisé un scénario, mais en fait, initialement, on avait défini 5 scénarios d'utilisation différents pour lesquels il y avait des paramètres, il y avait un paramétrage différent. Par exemple, les préférences, elles pouvaient différer. Par exemple, on pouvait changer le nombre de produits. On pouvait changer, je sais pas, certains objectifs ou certains modèles, certaines variables. En fait, on peut tout changer, quoi. Et par contre, donc ça, c'est d'un point de vue l'outil, ce qui est bien, c'est que il offre une certaine flexibilité pour faire varier le scénario d'utilisation. Et par contre, d'un point de vue plus méthodologique, la question que je me suis posée, c'est dans cette boucle-là, comment est-ce qu'on intègre les phases d'analyse des incertitudes ou de conception robuste? Est-ce que c'est à ce niveau-là? Je ne sais pas. Ok, merci. Merci. On va passer aux questions pour Hugo. Alors, j'en ai pas noté dans le Q&R. Moi, j'en avais une. Alors, j'ai trouvé intéressant toute l'évaluation je crois qu'on en avait déjà discuté d'ailleurs, des incertitudes. Et je me posais la question parce que finalement, est-ce que ça vous permet pas aussi d'émettre des recommandations sur les données à produire par des gens qui font des procédés? Parce que est-ce que vous envisagez ce retour, cette boucle directe vers des gens en labo qui feraient des essais et en disant là, on a des grosses incertitudes sur cet aspect-là, est-ce que vous pourriez nous produire des données? Oui, merci pour la question. Je pense qu'il y a 2 aspects. Donc déjà, je pense que la plupart des endroits, des paramètres, on va dire, clés, ils les connaissent mieux que nous. Donc, c'est plutôt eux de nous dire, parce que, on va dire qu'ils ont des logiciels dédiés de simulation pour ça. Ils font l'analyse en général très exhaustive de leur procédé particulier. Et nous,
la principale incertitude qu'on a, c'est lié à l'échelle à laquelle on travaille, qui est l'échelle de la filière, où en fait, on ne demande pas, par exemple, l'efficacité énergétique d'un équipement en particulier, parce que on a plein de choix possibles, et nous, on essaie plutôt de demander l'échelle de l'opération unitaire. Il y a plein de technologies possibles, mais en gros, il y aura besoin d'énergie, et cette énergie, elle va grosso modo être entre ça et ça, mais ça va dépendre de technologie. Donc ça, c'est pas quelqu'un au laboratoire qui peut nous dire forcément, lui va nous parler de son procédé particulier à lui, mais nous, on essaie d'avoir plutôt un ordre d'idée. Maintenant, c'est entre cette gamme et cette gamme, et peut-être que demain, dans 5 ans, ça sera plutôt vers cette gamme. C'est plutôt ça. Très bien, merci. Peut-être pour compléter la question, en fait, quand vous avez parlé tout à l'heure de procédés, en fait, moi, ça m'a fait penser, en fait, une filière est composée de plusieurs types de procédés. Donc, il y a plusieurs façons de fabriquer un produit. Si je prends par exemple le papier, en fait, il y a le procédé chimique, il y a plusieurs types de procédés, et c'est aussi, je pense que l'incertitude vient de là, c'est que du coup, vous pouvez, même si vous maîtrisez parfaitement un procédé, vous connaissez parfaitement, vous n'êtes pas certain que toute la filière utilise ce procédé-là, et c'est quasiment incertain, ce n'est pas certain, c'est incertain, quoi, en fait. Oui, exactement. Après, on travaille quand même sur des filières qui n'existent, qui sont pas encore implémentées, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quel pourcentage va être adopté. Donc, c'est entièrement basé sur la littérature, d'où l'incertitude. Ouais. Merci. Alors pour Gilberto, alors pareil, alors je regarde s'il y en a eu depuis. Non. Alors moi j'avais une question concernant même l'idée même, hein, c'est-à-dire qu'on dit en gros on utilise l'hydrogène résiduel qu'on a, voilà, qui n'a pas été utilisé pour en énergie directement, enfin pour faire de l'hydrogène, pardon. Et est-ce qu'en termes de quantité de matière, alors ça a été dit pour les briques, j'ai trouvé que c'était intéressant de mettre en regard la disponibilité des déchets et puis la production qu'on faisait de briques. Est-ce que pour l'hydrogène qu'on va produire parce qu'on n'aura pas utilisé l'électricité, est-ce que ça représente une quantité importante par rapport à la quantité de biogaz après qu'on veut fabriquer? Merci pour votre question. Juste peut-être une précision. Du coup, vous demandez si la quantité d'hydrogène est grande par rapport à la quantité de méthane produite à la fin, c'est ça? Oui, est-ce qu'il y en aura beaucoup en fait? Enfin, est-ce que c'est une quantité qui est significative? Bon, pour l'instant, il y a niveau excédent d'énergie, une technologie qui est beaucoup utilisée pour compenser les excédents d'énergie électrique, c'est des pompages de l'eau dans des usines hydrauliques. Mais avec la croissance des énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien, on attend qu'il y aura des excédents beaucoup plus importants de ceux qu'on a aujourd'hui. J'ai vu dans la littérature, parfois c'est estimé d'arriver à 100 TWh par an, mais finalement, pour les données d'aujourd'hui, oui, peut-être c'est pas une grande quantité, on n'aura pas une grande portion des énergies excédentaires. D'accord, merci. Et donc, il y a vas-y. Ouais. Oui, il y a Maria, on va peut-être lui donner la parole pour qu'elle puisse poser une question. Maria, on te... Merci Ludovic et Laurent pour la parole et merci Gilberto pour ta présentation. Je voulais demander comment tu comptes intégrer le fait que l'hydrogène il peut être directement injecté dans les réseaux gaziers aujourd'hui pour les réseaux de gaz naturels. Est-ce que c'est quelque chose que tu comptes intégrer dans ton modèle? Oui ou non et comment? Merci. Dans le modèle, on va plutôt considérer la production de méthane. Bon, c'est pas planifié de considérer finalement une injection directe en fait, de considérer la production d'hydrogène pour l'injecter directement dans le réseau. On va utiliser plutôt comme une façon de stocker finalement sous la forme méthane. Ok, merci. Merci. On va passer à Jean-Régis.
Alors, moi, j'avais une question. Il y a plusieurs questions dans le Q&A, là, et moi, j'en avais une déjà directement. Vous avez évoqué les déchets de type laitier, les sables de moulage, des choses comme ça. Est-ce que ça ne pose pas des contraintes en termes de contamination, par exemple de métaux lourds, de choses comme ça? Est-ce qu'il y a... Parce que là, on a vu d'un point de vue mécanique et tout, les briques, couleurs et tous les briques sont conformes, mais est-ce que cet aspect-là, il est important aussi? Est-ce que vous l'avez pris en compte? Merci pour la question. Oui, tout à fait, on l'a pris en compte, mais pour l'instant, en fait, au niveau de la pollution, on a fait des essais rapides de l'exciviation de briques broyées pour voir si en fin de vie, elles allaient polluer les sols ou pas, et si elles pouvaient être ensevelies, par exemple, en fin de vie. Et pour l'instant, en fait, on n'a pas vu d'éléments vraiment problématiques, d'éléments de métaux lourds, etc., qui sont vraiment problématiques. Il y a une chose à savoir, c'est que si la brique reste entière en fin de vie, ben, en fait, le déchet, même s'il est polluant, va rester globalement confiné dans le produit, donc il y aura moins de soucis. Après, si on la broie, c'est sûr qu'il y aura un petit peu il y a des éléments qui vont partir dans la nature. Mais en fait, on a utilisé pour ces essais-là des valeurs issues de... je cherche l'information, voilà, du Conseil de l'Union européenne, en fait, qui a établi des limites de pollution, enfin, d'éléments pour l'enfouissement. Mais en France, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de limite d'utilisation de déchets à proprement parler, en fait, pour la valorisation. Il y a quelques guides pour justement les sables et les laitiers, des choses comme ça. Mais de manière générale, en fait, on n'a pas établi de valeur officielle, entre guillemets. Et pour l'instant, en fait, on compare que avec les valeurs proposées par l'Allemagne et les Pays-Bas pour ça. Et donc, pour l'instant, on a juste fait des tests de liquidation. Voilà, des tests rapides, entre guillemets, juste pour voir l'évolution. Si on rajoute plus de déchets, est-ce qu'on augmente proportionnellement la teneur en éléments relargués ou pas? Et justement, pour les prochaines briques qui sont en train d'être cuites, là, on va les envoyer chez des prestataires qui, eux, feront une lixiviation normée et comparera aux valeurs allemandes et hollandaises. D'accord, donc ça répond aussi à une question d'Aurélien hein, sur la prise en compte de la fin de vie de la brique. Oui, après, on n'a pas vraiment pris en compte, je vois la question, la fin de vie, on ne sait pas est-ce qu'elle serait broyée, on n'a pas pris ça en compte. Là, l'objectif, c'était juste voir si on pouvait s'en servir dans des briques et voir jusqu'où on pouvait aller en fait avec l'incorporation. Et justement, c'est en collaboration avec le laboratoire ArtDev qu'on pourra regarder un peu plus cet aspect analyse du cycle de vie, fin de vie, etc. Et après, il y a une question assez chimie, là, toujours d'Aurélien Mazzoni, c'est si vous incorporez des verres, notamment de la silice, pendant la cuisson, du coup, le verre va passer en forme liquide, et est-ce que ça a une influence sur ses propriétés mécaniques, notamment, et la porosité? Merci pour la question. Donc oui, le verre, étant donné qu'on cuit à 1000 degrés, le verre il a une température de transition vitreuse à peu près 600 degrés, donc c'est sûr qu'il va se ramollir, qu'il va fondre. Et donc, il va avoir tendance on se dit que le verre, vu que c'est à l'état liquide, il va avoir tendance à remplir les pores de la brique et donc améliorer les performances mécaniques. Et c'est ce qu'on peut voir effectivement entre... jusqu'à 30% à peu près d'incorporation, on a grosso modo une stagnation de la résistance mécanique. On reste aux alentours de entre 33 et 35 MPa à peu près. On reste stable par rapport aux autres déchets qui, eux, font dégringoler directement la résistance mécanique avec l'ajout de déchets. Donc ça, c'est bien. Par contre, dès qu'on en rajoute trop, par exemple à 40%, bon, on commence à faire chuter les propriétés. Et au niveau de la porosité, pareil, on a une espèce de stagnation jusqu'à 20-30%. Et après, on commence à diminuer ça. Et ça, c'est en fait dû parce que les bulles qu'on a vues à la surface des briques, on en a essentiellement en dessous de 20%. Et si on commence à en ajouter trop, en fait, il n'y a plus de bulles, mais il y a des inclusions, donc des défauts visuels à la surface des briques. Et en fait, ça a tendance à emprisonner l'air à l'intérieur de la brique. En fait,
on pense que la granulométrie utilisée de 1 mm est trop importante pour que le déchet soit assez visqueux pour faire passer l'air facilement hors de la brique. Et donc, plus on met de verre et plus il y aura d'air incorporé dans la brique. Et en fait, on se rend compte que si on compare l'évolution de la porosité ouverte et l'évolution de la masse volumique apparente, ben, on se rend compte qu'en fait, la porosité ouverte, elle stagne, voire diminue, mais la porosité fermée augmente. C'est-à-dire qu'en fait, vu qu'on emprisonne plus d'air, ben, en fait, on a plus de bulles à l'intérieur et donc la porosité fermée augmente. Merci. Mais du coup, on va passer aux questions pour Nancy. Donc, Nancy, comment peut-on gérer au sein d'un même cas d'étude des niveaux de maturité technologique très différents, des données ATRL 1 versus des données ATRL 5, voire plus? Bonne question. C'est un des points noirs de cette méthode. Alors, sur notre cas d'étude, il n'y a pas de problème en soi, étant donné que les données, en fait, si on prend des données qui viennent de la littérature scientifique, on reste sur du TRL 1.2. Les données ACV comme EcoEven ont des données pareilles de TRL 1.2, donc on reste sur du TRL 1.2, ce qui nous donne des impacts environnementaux pour des pilotes laboratoires. Après, pour avoir des pilotes industriels, là, il va falloir faire de la mise en échelle. Donc là, ça va être de l'ingénierie des procédés qui va nous permettre de faire cette mise à l'échelle. Donc, soit faut essayer en sélectionnant les données, faut essayer de sélectionner des données qui sont tous de la même TRL. Soit avant de les sélectionner, il va falloir faire de la mise en échelle pour essayer d'avoir toujours la même TRL. Parce que oui, c'est un des gros problèmes d'utiliser des données qui viennent de beaucoup de sources de données différentes, c'est qu'on n'a pas forcément la même échelle. Merci. Peut-être qu'on va donner la parole à Pierre. Oui, merci. Écoutez, sauf si vous avez les deux intervenants des petites conclusions à donner. Sinon, il nous reste à clôturer ce webinaire. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Oui, c'est bon? C'est bon pour vous? Ouais. Donc, merci, un grand merci à tous. Alors, je commence par Pierre Kiner, qui est le vice-président industrie de la Société française de génie des procédés, qui a accepté de prendre un petit peu de temps sur son emploi du temps très, très occupé pour ouvrir ce séminaire. C'était important pour nous, notamment sur le sujet que nous avions aujourd'hui, que ce soit Pierre qui vienne nous donner le coup d'envoi de ce webinaire. Merci infiniment aux 5 intervenantes pour la qualité de vos présentations, en particulier pour les efforts que vous avez faits de condenser tout ce que vous avez fait dans tout ce que vous avez produit pendant 2, 3, 4 ans de votre travail. C'est un exercice qui est très difficile et vous avez réussi chaque fois à remettre le contexte, à nous donner l'essentiel de la logique que vous avez poursuivi et puis des résultats. Donc, et ça a rendu ces exposés passionnants. Laurent et Ludovic, on vous connaît, donc on s'attendait à ce que vous nous fassiez une belle ouverture et on n'a pas été déçus. Merci beaucoup d'avoir introduit par cette keynote et vous êtes resté dans les temps, donc bravo, et animé le webinaire. Vraiment merci pour ces 2 niveaux de lecture de cette thématique qui est très large. Martine, on te dit encore une fois merci pour avoir drivé depuis le début et mené à bien le caractère opérationnel de ce webinaire. Maria et Sandrine qui nous ont accompagnés avec Denis pour cette série. On vous doit également beaucoup pour les idées que vous nous avez apportées tout le temps, et puis au public, donc aux participants, aux spectateurs qui ont suivi ce webinaire et qui nous ont
qui ont posé des questions et qui sont restés jusqu'à la fin. Donc, ça nous fait très, très plaisir de clôturer aujourd'hui et maintenant approximativement un mois et demi du démarrage du congrès. On vous donne, on espère, rendez-vous à tous le 7 novembre, pardon, en début d'après-midi. C'est un lundi. Ce sera une semaine un petit peu plus courte puisque le 11 novembre tombera le vendredi. Donc, on aura une semaine entièrement consacrée à ce congrès au Centre des congrès Pierre Baudis à Toulouse. Et puis, donc, je vous donne comme ça, juste pour vous donner envie, le titre de la première conférence plénière qui aura lieu ce lundi après-midi-là sur les technologies émergentes durables pour atteindre la neutralité carbone, un sujet on ne peut plus d'actualité. Il sera présenté par deux chercheurs de ENGIE, que sont Élodie Lecadre et Yann Mertens. Et donc, ils auront une heure environ pour brosser le portrait de ces technologies émergentes vu du point de vue d'industriel, et je pense que ça sera une excellente occasion, une excellente mise sur orbite de notre congrès. Voilà, merci encore à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis bien sûr au 7 novembre. Merci Pierre. Voilà, Merci. à bientôt. Au revoir.